Nouvelle saison, donc nouveau sponsor, et je suis hyper content parce que c'est l'un de mes chouchous. Il s'agit de Pipedrive, mon CRM Sales. Car en matière de stratégie commerciale, le Graal repose sur le fait de mener deux batailles en même temps. La bataille de l'inbound et la bataille de l'outbound. Quand j'ai lancé La Chapelle et ses différentes verticales, je n'ai pas vraiment eu besoin de prospecter car tous mes clients venaient d'eux-mêmes grâce à notre création de contenu. C'est ce qu'on appelle une stratégie inbound. Mais progressivement, on a dû recommencer à prospecter nous-mêmes. Et on a donc décidé de s'appuyer sur Pipedrive pour notre CRM et donc pour la gestion des leads, la traçabilité des échanges, les statistiques de tous nos funnels, le plan de relance suggéré par le logiciel. Bref, c'était la plateforme numéro 1 des avis utilisateurs et ils ne nous ont vraiment pas déçus. Et c'est pour ça que j'étais hyper chaud d'avoir Pipedrive en partenaire pour toute notre création de contenu et plus particulièrement pour ce podcast. Je t'ai donc négocié un super deal. En description, tu as un lien qui te fait bénéficier de 30 jours d'essai gratuit et 20% sur ton abonnement annuel. Du coup, c'est vraiment un cadeau. Donc, merci à Pipedrive, merci à vous d'être toujours plus nombreux sur le podcast et bonne écoute. Je suis en train de dire que je déteste les trucs avec les intros, donc moi, comme ça enregistre. On était en train de parler avec Hakim, on était en train de parler podcast. Déjà, bonjour Hakim, quand même. Salut Hugo. Et puis, écoute, on va continuer cette discussion. T'étais en train de me dire, c'est peut-être trop tard, mais j'aurais kiffé lancer mon podcast. Et j'étais en train de te dire qu'il est jamais trop tard, mais s'il y en a plein, il suffit juste de trouver une idée un peu originale, un truc qui sorte un peu de l'ordinaire, quoi. Faut trouver le temps, faut avoir le... le temps, c'est autre chose. Le temps, et en plus, tu sais que moi, le temps, c'est... c'est un gros sujet. Mais non, c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé... je te disais que j'aimais ce truc de... Comment dire, le média audio, que j'ai toujours été très radio, que j'ai toujours écouté beaucoup les gens parler à la radio, mais des heures et des heures, et que j'ai écouté mes premiers podcasts ou regardé sur mon iPod en 2005 ou ouais, c'est ça, on était en train de dire où est-ce qu'on se trouvait en 2005. Moi, j'étais en train de dire que moi, j'étais en train de passer mon bac. Et toi, du coup, tu devais être en études. Je pense que je devais être en césure. Ouais. Mais attends, du coup, si tu voulais lancer un podcast, tu voudrais faire quel format tout seul ou interview? Non, discussion. Et voire même sur quelle thématique? Voire même peut-être... tu vois, il y a beaucoup de... Ah, c'est peut-être ça. Regarde, cogite, là, je commence à avoir des idées. Il y a beaucoup de podcasts en one-to-one, il n'y a pas beaucoup de podcasts très collectifs, en mode table ronde, tu vois. Clairement. C'est peut-être beaucoup plus dur à organiser. En mode bande, mais alors ça, du coup, tu as des problèmes d'un peu d'agenda. Ouais, mais pareil, facile, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, tu vois, je vais démarrer, là, je vais à la rentrée, des podcasts où on est 3. Et en vrai, mon rêve, ce serait de faire des vrais formats où tu peux même être à 4 ou 5. Mais après, du coup, c'est une autre thématique, il faut que tout le monde soit dans la bonne vibe, soit dans le même rythme et tout. Et je pense que c'est pas si évident que ça, quoi. Tu vois. T'as des formats sympas. Je te recommande une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps. En fait, je l'ai re-regardée, tellement je la trouve sympa. Podcast, vidéo, et t'as un peu les pontes du stand-up américain, tu vois. T'as Jerry Seinfeld, Chris Rock, t'as Ricky Gervais, qui est pas américain, qui est anglais. Eddie Murphy, peut-être? Non, t'as pas Eddie Murphy, et t'as Louis C.K. Ok. Et pendant 1h30, ils discutent, et vraiment de leur métier. C'est que des génies aussi, donc... Mais il est incroyable. Ouais, bon, du coup, nous, je sais pas si on a le talent de Chris Rock et Seinfeld, mais écoute, en tout cas, on y pensera. On était également en train de se dire en off que nous, ça fait peut-être 2 ans qu'on se côtoie, parce que t'as été l'une des premières personnes qu'on m'a conseillé de recruter au Poney Club. Je sais plus à l'époque, je pense que c'est William d'Asphalt qui m'avait donné un peu une liste de noms de gens cool à de ses copains. Ouais, exactement. Et du coup, on s'était rencontrés, on s'était vu vite fait à la Villa Maria. Et puis en fait, à chaque fois dans les événements Poney Club où tu viens, en vrai, c'est le cas. On peut pas parler un quart d'heure, une demi-heure, encore moins 1 heure. Et donc, je me suis au moins là, pendant 1 heure, et je vais t'avoir avec moi, je vais pouvoir te cuisiner. Parce que du coup, je sais pas exactement qui tu es, je sais ce que tu fais, mais pareil, pas dans le détail, quelle est un peu l'histoire de la genèse ou quoi. Et donc ça va être hyper intéressant parce que toi, t'es le CEO de Give. Ouais. Je pense que beaucoup de gens connaissent ta marque, Give, G-E-E-V, qui est de base une appli, vous avez des millions d'utilisateurs. On va pouvoir parler de la genèse, comment vous êtes lancé, comment on obtient une telle traction. Comment après on monétise un truc qui est de base pas monétisable, puisque donner, comme son nom l'indique, ce n'est pas pécunier. Comment je crois que vous avez levé des fonds et comment vous avez trouvé, du coup c'est un peu ces tours de passe-passe pour monétiser tout ça. Sacrée aventure. Franchement, je pense qu'on a assez de matière pour tenir largement 1 heure. Du coup, Hakim, on va commencer au commencement du commencement. D'où il vient Hakim? Où est-ce qu'il est né? Il vient de quel type de milieu? Comment il est arrivé jusqu'à l'entrepreneuriat? Déjà, on pourrait rien que faire un podcast là-dessus. Non, je plaisante. Écoute, moi, je suis né à Paris en 83, j'ai 40 ans.
J'ai grandi dans Paris et après en région parisienne, en banlieue parisienne, sud-est. Et écoute, voilà, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Parents, comme peut-être mon nom de famille l'indique, immigrés, algériens. Et écoute, une scolarité, somme toute, normale, tu vois, jusqu'à une prépa, et puis après, voilà, une école de commerce à Marseille. T'as fait Euromède à l'époque? À l'époque, ça s'appelait Euromède, ouais. Qui s'appelle maintenant, je du coup, suis rentré Kedge. en 2004, ouais. Ouais. T'es arrivé là-bas en 2004 ou t'as été diplômé en 2004? Non, je suis arrivé là-bas en 2004, diplômé 2008, ouais. Ouais, bah, tu vois, c'est ça, parce que moi, du coup, je suis arrivé à Kedge, plutôt Bordeaux, mais qui s'appelait BEM. Et moi, je suis arrivé en 2008. Donc ça, ouais, on a 4 ans de différence. Jusque-là, Exact. tout va bien. Donc voilà, petite école de commerce, et après? Et écoute, après, alors école de commerce, très cool. Moi, j'ai bien aimé cet environnement, je m'y suis vraiment épanoui. Parce que tu rencontres plein de gens, tu fais aussi beaucoup la fête. Hein, T'as fait des assos, tout ça? Ouais, voilà. Ça a été ultra structurant pour moi. J'étais au BDE de l'école et j'organisais les soirées. Alors, ça a l'air marrant, mais en fait, c'est pas très marrant. Ah, pas du tout. Moi, je les envie pas du tout. Hein. Celui qui organise les soirées, c'est pas celui qui kiffe le plus. Parce que nous, on a fait une liste, mais on a perdu. Tu sais, on était un peu la liste justement des fêtards et tout. On est quand même arrivé 2e sur 4. Donc c'est quand même louable. Et du coup, je me rappelle que dès le début de l'année, de la 2e année, quand au week-end d'un thé, j'arrivais au bar et je disais 4 whisky coca au mec qui m'avait battu l'année dernière, limite, je regardais et je disais chais maintenant, tu vois. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas la même année, mais par contre, comme tu le dis, ils ont sûrement appris énormément de trucs parce que tu gères des budgets de ouf, tu organises des trucs de ouf. Tu gères des gros budgets, t'as beaucoup d'engagement parce que t'as quand même la pression des étudiants, tu vois, t'es quand même l'asso ultra central. Et en plus, les soirées, c'est là où il y a de la récurrence, t'es obligé d'en faire une par mois, etc. Et puis en plus, on avait fait des belles promesses, hein, changer de lieu, de concept, et ce qu'on a fait, ce qu'on a tenu. Et puis, t'avais aussi une histoire ça a l'air de rien, mais filer une structure juridique, parce qu'une asso, ça reste une structure juridique hein, dans laquelle tu es engagé, etc., avec beaucoup d'argent, en fait, c'est pas simple, tu vois, quand t'as 20 piges, là. Nous, on a récupéré une asso dans laquelle on avait 8 procès aux fesses, tu vois. Ah ouais? C'est pourquoi? Impayé, machin, enfin, plein de problèmes, quoi, tu vois, qu'on a réglé petit à petit. Je crois que quand on l'a rendu, il en restait un. T'étais quel poste, toi, au BD? Bah, moi, j'étais responsable des soirées. Donc, donc j'étais pas trésorier ni rien, mais et du coup t'avais quand même un sujet d'argent, quand même d'un sujet de gestion, tu vois. Il fallait pas rendre l'assaut à la fin de l'année avec un trou dans la caisse, etc. Donc j'ai même testé honnêtement et j'en suis assez fier plein de petits modèles justement sur les soirées pour les rendre rentables, tu vois. Je suis content, je crois, à part la première, le modèle que tu évoques là, open bar, etc. On les a fait toutes rentables. Sur toutes les soirées, on a gagné entre 3 et 5 000 euros. Ce qui est pas mal en fait pour une asso. Pour de l'événementiel, ouais. Je te confirme, c'est pas mal. Et donc on a rendu l'asso bénéficiaire, blablabla. Donc déjà en fait c'est vraiment mes premiers tests si tu veux avec l'entrepreneuriat parce que tu gères des petites équipes, tu es responsable, tu dois gagner un peu d'argent, enfin voilà. Et donc voilà, donc avec du recul, ça a été assez structurant. Et après, j'ai aussi eu une autre chance en école. J'ai eu la chance de partir aux États-unis. Je suis allé à Boston en échange. Stylé. Et ouais, c'était super. Et Massachusetts. Exactement. Les Red Sox. Tu sais, qu'en le disant, je me suis dit, putain, si je dis une connerie, c'est la honte. Mais c'est bon, ça me disait quelque chose, quoi. Non, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un peu le cœur directeur quand même de l'académique, tu vois, ouais. Au sens noble aux États-Unis, parce que t'as le MIT, t'as Harvard. Alors moi, j'étais ni au MIT ni à Harvard, mais on avait les profs du MIT et de Harvard. Stylé, ouais. Donc j'ai eu 1 ou 2 profs d'Harvard, etc. Et j'ai pris pour la première fois des cours d'entrepreneuriat. Il n'y en avait pas en France. Il n'y en avait pas à Remède en 2004, 2005, ça n'existait pas. Ah, mais déjà qu'il n'y en avait pas, moi, 4 ans plus tard, ouais. Donc toi, 4 ans avant, ça devait être encore moins, quoi. C'était super. Donc c'était un cours dans lequel toutes les semaines, tu avais un entrepreneur qui arrivait, qui te racontait l'histoire de sa boîte, ses échecs, ses machins. On restait de temps en temps discuter avec eux, donc c'était ultra inspirant. Et du coup, voilà, à ce moment-là, j'étais déjà assez convaincu que j'aimerais monter une boîte. En revenant, c'était plié. J'ai même fait mon mémoire sur un sujet sur l'entrepreneuriat. Donc c'est bon, j'étais picousé et après ça m'a jamais lâché, quoi. On est quoi? On est 2006-2007 là à ce moment-là? Ouais, échange 2007 et j'ai fini mon école en 2008, mémoire pareil. Parce que là on est clairement à une période où l'entrepreneuriat en France, les têtes de gondole, c'est un peu les anciens, c'est Kosciusko Morizet, c'est même Grandjean, il est pas encore connu. Et encore en fait. Simon Signy un peu déjà. En fait, ils sont là, mais ils sont pas connus. Ouais. Si tu veux, t'as pas LinkedIn, t'as pas tout ça. Et on leur donne pas la parole. On leur donne YouTube, pas... c'est quelle année? 2006. Moi, j'ai découvert pareil, dans ces eaux-là, 2006. Je crois que c'était écrit en 2005-2006.
J'ai Je découvert crois, en- mais bon, J'ai découvert en 2007. que c'est mainstream en France, c'est quand même plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Mais là, encore, en plus, t'es encore dans les reliquats de la première bulle. Tu vois, Ouais. beaucoup de gens avaient perdu beaucoup d'argent. Ouais. Juste après, t'as 2008, les man et tout. Donc c'est la crise des subprimes. Voilà, deuxième vague de morosité. Donc, non, toute la période 2000, voilà. Et puis le statut de l'entrepreneur est pas celui qu'il est aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, peut-être à outrance d'ailleurs, il est un peu starifié. Tu vois, t'as des figures de proue, t'as des gens qui sont très visibles, qui parlent beaucoup, etc., qui inspirent beaucoup. Et d'ailleurs, t'as des entrepreneurs, moi je côtoie aussi pas mal de jeunes entrepreneurs avec lesquels je travaille, qui des fois tu sens que au-delà d'être attirés par un projet, ils sont attirés aussi par ce statut. Tu vois, ils trouvent ça cool, tu vois, d'être un C'est créateur. devenu, je suis d'accord avec toi, c'est devenu un statut là, Ouais. avec le temps. En fait, on est tous un petit peu responsables avec du coup toute cette création de contenu qu'il y a autour de tout ça. Qui va être mon associé? Franchement, je pense que c'est une émission. Encore une fois, ça dépend sur quel pied on danse. Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien à l'entrepreneur. Parce qu'en fait, moi, mine de rien, que l'entrepreneur devienne mainstream et attire de plus en plus de jeunes, moi, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. C'est une très bonne chose. Faut juste y aller pour de bonnes raisons. C'est comme toujours, tu vois. Oui, c'est ça. Et tout le monde n'y va pas pour de bonnes raisons ou de manière réfléchie. Donc parce que c'est quand même très engageant, tu vois. Tu vois, enfin, le premier sponsor de l'entrepreneuriat, c'est alors à l'époque Pôle Emploi, maintenant France Travail, ça s'appelle, je crois. Parce que beaucoup de gens qui montent leur boîte. moi, je suis encore, j'allais dire ANPE, mais oui, en Ouais. effet. ANPE qui est devenu Pôle Emploi, qui est devenu France Travail. Exactement. Et du coup, en France, moi, ça a été mon cas. J'ai pu me lancer sur GIF parce que, tu vois, j'avais ce 1 an et demi là, ou 2 ans presque de chômage qui m'a permis, voilà, de sécuriser un petit peu financièrement, même si j'ai quand même pris des risques financiers parce que j'ai vidé mes comptes pour faire ce que je devais faire, quoi. Mais comment dire, t'as ce filet, tu vois, et qui du coup te dérisque sur 2 ans. Mais en fait, cette période, elle est ultra charnière. En fait, en 2 ans, tu peux faire quelque chose, mais c'est court. Tu vois. Ouais, c'est court, mais c'est largement suffisant quand même. Faudrait pas donner plus. Tu sais, plus tu donnes de temps aux gens, plus ils le prennent Non, de temps. Hein. Mais c'est suffisant pour savoir si t'es fait pour ça, si ton idée, ton concept, ton exec est bonne, etc. Mais est-ce que c'est suffisant pour se payer? Pas toujours. Franchement, alors ça, j'avoue que j'en sais rien, mais après, c'est vrai que toi, tu vas prendre ton cas, qui en fait est un cas où tu es sur une innovation, tu es sur une tech, tu es sur un nouveau concept. Alors, du coup, tu vas en parler, les gens en fait vont comprendre pourquoi tu dis ça. Parce que toi, en fait, tu es sur un modèle où limite, vous auriez presque dû lever des fonds plus tôt, en fait. Alors, on a levé des fonds assez tôt, je vais te raconter. Ouais. On a levé Vas-y, des- en vrai, Je venons-en te au raconte la fait. story. Limite, est-ce que tu entreprends dès la sortie d'école ou tu fais une Ouais, petite pige en salariat? Non, alors, en fait, je fais double vie, tu vois. Entre ma sortie d'école et, alors, je repars à l'étranger, je reviens en France, et entre mon retour de France et Give, j'ai toujours été salarié et j'ai toujours eu des side projects. Ok. Ce qui est en même temps cool, parce que j'ai toujours gardé le lien avec on fait des trucs, on crée des équipes, enfin machin, mais j'ai très mal entrepris, parce que il y a des trucs qui ont décollouillé, mais rien de dingue, tu vois. Et évidemment, voilà, ça fait partie des grands enseignements que tous les entrepreneurs savent. Le seul projet qui décolle bien, c'est celui sur lequel je suis full-time, tu vois. Tu m'en diras tant, À 100%, quoi. je ne peux que confirmer. Bah voilà. Donc, écoute, j'ai travaillé longtemps, plusieurs années dans la pub digitale, et en parallèle, plein de projets, mais ultra variés. Ça allait d'un site, on m'en a reparlé il y a pas longtemps, qui est très vieux, hein, une sorte de VDM, tu te rappelles de VDM? Je sais pas si c'est Vie de merde. Ouais, vie de merde. Mais J'avais même pour les rencontré son anecdotes, fondateur qui est un Rémois. c'est vrai. Pour les anecdotes pour enfants, donc ça c'était il y a très très longtemps, j'avais lancé un truc qui s'appelait petitjepensais-que.fr, et en fait les gens, donc je leur dis doucement parce que je parle vite, petitjepensais-que.fr. Putain, tu sais que je crois que ça me dit quelque chose, ça. Et du coup, les gens arrivaient et en fait écrivaient toutes les comment dire, comment t'expliquer, c'est toutes les fausses idées que tu te fais quand t'es petit, Ouais. tu vois, pareil. Et voilà. Et après, les gens, ils like, ils commentent, et en fait, et les plus ça likés montait, sont en tu haut. fais des comme tops, Vie de merde, machin, quoi, ouais. nanan, je voulais peut-être en faire un bouquin, machin, voilà. Ça, mais au final, c'est juste une idée, tu vois, il n'y a pas de marché, c'est un On va pas copycat. mettre un peu de pub, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait un peu de pub, tu gagnais un peu d'argent. Après, il y a des trucs un peu plus ambitieux, etc. Enfin bon, rien n'a vraiment décollé, c'était pas dingue. Et voilà. Et Give, en fait, Give, le début de Give, c'est à l'époque, j'habite à l'étranger encore. J'habite au Canada et en fait, j'ai un pote qui lui monte sa boîte et il a un side project avec un associé. Il a un side project qui est un groupe Facebook dans lequel les gens peuvent repérer des objets dans la rue et les prendre en photo, tu sais, les encombrants. Genre, les petites tables qui traînent là, boum, je la prends en photo, je la mets dans le groupe avec l'adresse et tout. Et petit à petit, des gens commençaient à donner des trucs. Donc moi, il m'avait ajouté, parce qu'on était amis sur Facebook, et au début, bah, t'ajoutes tous tes potes Facebook, toi. Et il en faisait rien. Et en fait, ça m'a inspiré, parce que j'ai toujours été, adepte de la récup, tu vois. Donc
moi, cette conso, c'est pas une conso à la base qui est responsable ou engagée. C'est pas une conso militante. Non, pas du tout. C'est vraiment une conso de bon sens. Presque d'éducation. Genre le gaspillage, c'est no go. Que ce soit alimentaire ou non alimentaire. On gaspille pas. M'en parle pas. Moi, je pense que tu ouvres mon frigo, c'est bourré de Tupperware. Mais moi, genre, limite, il reste une moitié de portion de pâtes au lardon, quoi. On appelle des pâtes carbo, c'est le mec qui sait pas parler. Mais jamais. Mais moi, ça me rendrait malade, tu sais, de faire ce geste de balancer les pâtes à la poubelle, quoi. On garde, quoi. Tu vois, tellement, en fait. Tu sais que c'est 20 kilos par an. Comment ? Petite parenthèse. 20 kilos par an de nourriture gaspillée par les Français. Par personne, putain, c'est énorme. Et la moitié, c'est du neuf. Même pas déballé. C'est fou. Parenthèse fermée. Donc, il y a ce groupe-là. Donc, ils sont à 2, ils le lancent, etc. Et moi, je me dis, c'est alors, contrairement à tous les autres projets que j'ai fait avant, et des fois, il y avait des trucs de communauté, machin. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait déjà une communauté, tu vois. Il y a déjà un embryon de quelque chose qui se passe, un usage à travailler, etc. Et aussi, c'est la première fois sur un projet sur lequel je me dis, faut quand même que... Parce qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos, coups d'état, tout ça, et j'aime bien, je trouve ça cool. Et en fait, je commence à injecter un peu plus de méthodo dans ce que je fais. Tu vois, j'ai acheté des bouquins, je commence à regarder. En fait, j'ai essayé de trouver une notice. Tu vois, je me rends compte, en fait, tu sais pas monter des boîtes. Tu sais pas, tu vois, ton meuble Ikea, tu le montes à l'envers depuis 8 ans, là. Prends la notice. Donc on est au milieu des années 2010, là. Hein. Ouais, c'est 2015. Ouais. 2015. Voilà. Prends-toi une notice, et peut-être à la fin, ton meuble il ressemblera à quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait, notamment un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Et avec cette communauté, donc je récupère la communauté, je donne des parts aux 2 fondateurs qui l'avaient lancé, parce que je crée la société, etc. Et puis toi t'es déter là à ce moment-là. Ouais, là je suis plein de balles. Ok. Après t'avais un bon timing aussi avec le boulot, etc. Voilà, il y avait le momentum était bon. Tu vois, et je sais pas pourquoi. Peut-être je ne sais même pas, je saurais pas vraiment rationnellement pour te l'expliquer. Je sais que en termes de taf, il y avait un truc. J'étais arrivé au bout d'un cycle, etc. dans la boîte dans laquelle j'étais, mais pourquoi là tout de suite je sais pas, ça m'a pris et j'y suis allé full time. Ça s'appelle l'entrepreneuriat en fait, c'est que ça s'explique pas. C'est pour ça qu'en fait moi souvent il y a des gens qui sont pas entrepreneurs en eux qui veulent le devenir. Je sais pas, je pense que je vais me faire tuer si j'utilise cette analogie, mais c'est comme si tu demandais à un mec qui est gay de coucher avec une femme. Bah en fait non, j'ai juste pas envie en fait, je suis pas fait pour ça en fait, t'as pas la fibre, t'as pas le truc quoi. Pour moi c'est un peu pareil, tu vois. Et donc moi je pense que ce que t'expliques c'est qu'en fait c'est tout en fait, c'est quand c'est comme une urgence que tu dois régler. Et pour moi, en fait, c'est ça, entrepreneur. Mais c'est le bon terme. C'était une urgence. J'étais très frustré de ne jamais réussir à transformer l'essai, tu vois. Et donc là, all-in, quoi. Et donc, j'ai cette communauté, je la multiplie, je la grossis. Enfin, voilà, elle grossit. Tu vois, on crée des logiques d'ambassadeurs. Enfin, voilà. Pendant 1 an, à peu près, on passe de... Quand je récupère le premier groupe, je crois qu'il y a 5-6 000 personnes. À la fin de 1 an après, je crois que c'est à peu près... quelque chose comme 80 000 ou entre 80 et 100 000. Toujours sur le groupe Facebook, là. Toujours. Alors, au début, c'était 1. Finalement, j'en ai 100. Tu vois, 100 groupes. Ah oui, parce que tu fais des groupes par ville. Ouais, exactement. C'est le premier truc que je fais. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être bloqué par Facebook pendant 1 semaine. Tu les appelles quand même Give, déjà, non, ou pas encore? Ça s'appelait pas Give. Ça s'appelait Adopte un objet. Ah, pas mal. Ça s'appelait Adopte un objet. On a changé de nom après pour plein de raisons. Et voilà, donc je multiplie les groupes. Et le long du chemin, je comprends l'usage. Je commence à travailler sur le produit. Je lance le dev d'une app avec une agence à Montréal. Moi, je commence à faire des allers-retours entre la France et le Canada. Et en fait, sur ce chemin, tu vois, pour revenir au sujet des levées, à l'époque, je suis donc... Kedge vient de créer son incubateur, qui est vraiment très embryonnaire, tu vois. Et en fait, ils me font une intro. C'est trop marrant. Attends, juste, je suis obligé de faire un... Parce que là, du coup, je vois très bien quelle année on est. Puisqu'en fait, la première tête de gondole Là, t'es à Bordeaux déjà ou pas? Non. Là, t'es à Marseille? Là, je suis à Montréal. Oui, mais tu me parles de l'incubateur de Kedge. Montréal. Je faisais des allers-retours. Pourquoi Kedge avait un incubateur à Montréal? À Marseille. Ah oui, voilà, à Marseille. Ouais, mais je pense que Marseille et Bordeaux, ils doivent le créer en même temps, l'incubateur. Je crois que Bordeaux arrive un peu après. Là, c'est 2016. 2016. Là, non, Bordeaux, ils l'ont créé avant. Parce qu'ils l'ont créé, en fait, c'était avec mon pote Nicolas Hammer, qui avait monté Critiseur, quand on était encore à l'école. Et du coup, c'est lui qui devient un peu... En fait, il l'aide en fait, à monter l'incubateur. Et je pense qu'on est... 2011, 2012, tu vois. Ah ouais, non, moi c'est beaucoup plus tard. Ok, non, mais c'était pour ça si ça concordait. Non, moi c'est 2016 et du coup, voilà, mise en relation avec l'incubateur de Marseille, pour le coup, vu que j'étais un alumni de Marseille. Et alors, c'est pas un programme qui est aussi bien ficelé que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de moyens, enfin voilà, il y a beaucoup de boîtes qui se créent, tout, c'est vachement bien structuré, mais à l'époque, t'avais une seule responsable et en fait,
Donc elle essayait de m'aider, le truc était déjà un peu avancé, il y avait déjà la communauté, je savais à peu près où j'allais, à peu près. Et par contre, elle me fait une intro qui est pépite. C'est-à-dire qu'elle me dit, tiens, il y a un entrepreneur, t'es à Montréal, tu fais les allers-retours, va voir ce gars, il s'appelle Emmanuel Guyot. Il est ultra fort en mobile, il était déjà à sa 3e boîte dans le mobile. Il entreprenait depuis le début des années 2000. Et il va te challenger. Trop bien. Alors, je le faisais déjà avec 12 entrepreneurs. Et en fait, je vais voir ce gars, très sympa, Marseillais qui habite à Montréal, du coup. Et il me challenge. Je reviens un mois après, il me re-challenge. Et la 3e fois, je crois que c'est la 2e ou 3e fois, il me dit j'ai envie d'investir. L'appli n'est pas sortie, il n'y a que les communautés. Et en fait, la première levée de fonds se fait comme ça. Se fait sur une rencontre, tu vois, en fait, je vais voir quelqu'un de plus capé. Et ça file bien humainement. Il voit que je déroule pas trop mal. Il n'y a pas encore mon associé, parce que mon associé arrive après. Et au final, c'est à ce moment-là. Il met un gros ticket là 200 000. Ouais, pas mal quand même. Ouais. Un bon petit amorçage pour. Ouais, pour lui y met aller, la quoi. moitié, il fait venir quelques potes. 200 000 euros. Et c'est à ce moment-là, avec le 200 000 euros, on rentre en France. Je rentre en France. Mon associé me rejoint, Florian, du coup, qui est là depuis. On parle de là même pas un an, tu vois, qui est là depuis du coup, plus de 7 ans. Qui lui quitte sa vie parisienne de financier. On vient tous les deux à Bordeaux. Et voilà. Et là, on fait une. Donc on est que 2 et on lance l'app, d'abord en bêta, donc fin 2016, et puis après sur une version un peu plus propre, début 2017. Et on fait que 2 trucs. On fait de l'acquisition. En fait, on fait que du produit de l'acquisition. En fait, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Sur la partie produit, tu vas m'en parler, mais moi, j'avoue que ça me parle moins parce que je suis pas du tout... j'ai pas du tout un ADN consumer, donc en fait j'y connais rien, je saurais même pas quelles sont les bonnes questions à te poser. Mais du coup moi ce qui m'intéresse, parce que vous avez une traction de ouf, on le disait tout à l'heure, le chiffre que j'ai moi c'est quoi, 5 millions de users? On a 5 millions d'inscrits. Ouais, donc c'est quand même, considérable. Comment vous faites quand vous lancez l'app, justement? C'est quoi votre stratégie d'acquisition? Alors, je suppose qu'il y a une grosse partie organique parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a les groupes Facebook, voilà, il y a le côté, encore une fois, tu as monté des communautés et ça, c'est quand même assez important. En fait, Minora, tu fais peut-être partie des premiers, tu sais, qui, tu sais, c'est ce phénomène maintenant qu'on appelle le community-led growth. C'est-à-dire, en fait, on monte des communautés et après, on monétise après, parce que souvent, les gens font le contraire. Donc ça, je l'entends pour le début, mais bon, on chope pas 5 millions d'utilisateurs juste avec une communauté. Non, ça a été quoi la stratégie? Ça a été phasé. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois qu'on est 2 grosses communautés, 2 groupes Facebook, pareil, qui sont... Vous et Wanted, non? Exactement, Wanted Bon Plan, qui s'est lancé un peu avant nous et qui sont devenus ultra massifs, mais qui sont pas sortis de Facebook. Ils en sont sortis sur leur concept de lieu, restauration solidaire, etc. Mais ils n'ont pas lancé de produit. C'est pas des Bordelais, Wanted? Si, c'est des Bordelais. Ouais. Et leur premier tu lieu, le connais d'ailleurs. ou pas? Ouais, on se connaît depuis longtemps, du coup. Je te dis, à l'époque... Faut qu'ils viennent à un dîner, à un déjeuner ou quoi. J'aimerais trop le rencontrer. Ils sont 3. Les 3 sont à Bordeaux? Les 3, alors, du coup, maintenant, leur lieu est à Paris. Donc, je pense que celui qui reste la tête de pont... Christian là, il est à Paris. Ils ont lancé le Wanted Café. Le premier était au Capucin. Ok. Qui a fermé maintenant, et ils en ont un très très grand maintenant qui est ouvert à Paris. Et à Bordeaux, tu as Jérémy Ballarin aussi qui a cofondé du coup depuis 10 ans, qui est aussi un touche à tout et un mec ultra intéressant. Ouais, mon rêve de les rencontrer ces gars-là, parce que ce côté, encore une fois, création de communauté, un peu pirate, et puis encore une fois avec de l'impact et tout, c'est hyper inspirant, quoi. Alors, on a beaucoup échangé avec eux, mais on a une strat très très différente. C'est-à-dire que eux, ils ont grossi très très vite parce qu'en fait, ils ont laissé les clés de la baraque à leur communauté. C'est-à-dire qu'en fait, le truc a muté en fonction des envies, des modes, etc. Alors que nous, donc on a grossi moins vite. Par contre, on a toujours gardé les communautés sur des rails ultra précis. Dès qu'il y avait un usage un peu annexe, dès que ça débordait, on disait non, on est là pour faire un seul truc, donner des trucs, tu vois. Et parce que les gens, ils t'amènent plein de choses, plein d'idées, ils ont envie, c'est trop cool, etc. Tu vois. Mais en fait, je pense qu'on aurait grossi plus vite, mais on aurait noyé l'usage, on aurait eu moins d'enseignement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il faut que le discours soit clair. Nous, c'était le don d'objet. Même l'alimentaire, on a mis du temps avant de l'accepter. Et dans l'appli, pareil, ça a mis un peu de temps. Mais donc, grosso modo, on crée les communautés. Donc, comment la première version de l'app en fait se construit en termes d'audience? Donc, on fait une migration de communauté. En fait, cette migration, elle est pas très compliquée parce que en fait, on construit le produit en fonction des frustrations de la communauté sur Facebook. Tu vois, grosso modo, ils nous disent tout le temps, toute la journée, parce que t'es tout le temps avec ton téléphone, parce qu'on validait toutes les annonces et tout. Enfin, c'était ultra chronophage. Hein. Toute la journée, ils nous disent il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Donc en fait, tous les il y a ça qui va pas, c'est devenu nos key features. Et une fois qu'on a lancé l'app, à chaque fois qu'il y avait il y a ça qui va pas,
En fait, on disait, en fait, on sait, on peut rien faire, on n'est pas chez nous. D'ailleurs, ça faisait partie de nos axes de com. On disait, on est chez Marc. On n'est pas chez nous, on est chez Marc. Donc chez Marc, on peut pas tout faire. Venez chez nous. Et en fait, donc à chaque frustration, on disait, en fait, on a trouvé une solution. Voilà la feature qu'il y a dans l'app. Tu vois. Donc on a migré pas mal de gens comme ça. Après, il y avait plein de mécaniques malignes, de jeux concours, de machin, enfin tu vois, des trucs que t'as... Oui, qu'on connaît tous à cette époque-là. Pour participer au jeu concours sur Facebook, ferai un screenshot de ton profil dans l'app, enfin tu vois, plein de trucs, voilà, beaucoup de choses comme ça, avec pas grand-chose, hein, tu vois, on avait fait un jeu concours qui a ultra bien marché, on avait fait gagner des appareils raclette et des patates, quoi. Ouais, mais je suppose que l'acquisition était très organique. Ouais, t'avais de l'organique. Après, grâce à la levée, on a quand même embrayé sur de l'acquisition payante à un moment donné, parce que à un moment donné, t'atteins une limite et puis on voulait atteindre des KPI quand même un peu vénères histoire de lever plus. Ouais. Ce qu'on a fait, donc on a quand même mis un beau petit budget la première année, je sais pas, 60-80 000 euros, tu vois, en Facebook Ads qu'on opérait nous-mêmes. Ça nous a permis d'arriver fin 2017 au moment où on démarre notre premier vrai roadshow, à peu près 300 000, entre 300 et 400 000 inscrits. Okay. Donc on arrive avec une app qui a pas mal d'usages, pas mal d'inscrits, zéro modèle, ouais. Un modèle sur le papier, mais 0 € de chiffre d'affaires. Et puis voilà. Et puis après, là, on rentre dans une autre phase parce que là, on lève 2,3 millions en equity, avec un peu de dette par-dessus. Et là, on recrute et là, on devient une boîte, quoi. Tu vois. Donc là, on est à quel moment? Là, c'est début 2018. Ok. Début 2018. Que du BA ou du fonds, là? Là, c'est que des fonds. Ok. Que des fonds. Donc ça, c'était avec les BA qui un peu la deuxième levée, quoi, grosso modo. Ouais, exactement. Bon, okay. Exactement. Et puis là, par contre, BA français, hein, donc on est pas aux États-Unis, donc les gars, c'est bien sympa la communauté, le site aussi. Il va falloir commencer à faire de l'argent. Ouais. Donc là, en fait, on part sur un modèle qu'on a toujours aujourd'hui. On a mis du temps à capter quel serait son contenu. Est-ce qu'on peut juste expliquer aux gens qui connaissent pas Give? Ouais, bien sûr. C'est ça qu'en fait, on va peut-être commencer par ça. Voilà, Give, c'est Give quoi, c'est une application. Give à la base, c'est une appli. Alors, en fait, le constat de base, c'était qu'est-ce que tu fais de tes objets quand on n'a plus besoin? Ok. Soit tu vends, tu les mets à la poubelle. Évidemment. On m'a dit ça une fois dans un comité de financement. Ouais. Sur ça m'a rendu fou. Enfin, ils ont pas investi. Donc, majoritairement, soit tu essayes de le vendre, soit tu le restockes, soit tu le jettes. Voilà. Donc il y avait vraiment un gros trou dans la raquette. Il faut savoir que le taux de liquidité sur les sites de vente est très faible. En moyenne, c'est 20%. Donc tu as 80% de ce qui est posté qui n'est jamais vendu. C'est gigantesque. Ok, donc seulement 20% des objets. Genre tu vas sur eBay, entre 20 et 40. Le Bon Coin. Sur la très grande majorité des verticales, c'est 20%. Ok. Donc on s'est dit, il y a un filon gigantesque. On va aider ces gens à s'en débarrasser. Donc à le donner. Et après, tu as aussi une autre typologie d'inventaire. C'est aussi tous les gens qui ne veulent pas vendre pour 1 milliard de raisons. Par exemple, on a tous un prix psychologique pour démarrer un process de vente. Moi, ça peut être 10 balles, toi, ça peut être 20 balles, toi, ça peut être 50 balles. Enfin, tu vois, il y a des gens, c'est 1 euro. C'est vrai que t'as l'air vénal, ouais, je suis d'accord. Non, mais à l'inverse, non, au contraire. C'est-à-dire que plus ton prix psychologique est élevé, tout ce qu'il y a en dessous, tu ne vendras pas. C'est-à-dire que ça te saoule. Ouais. En dessous de 50 €, ça me gonfle, j'ai pas envie de vendre. Alors moi, j'avoue, quand j'ai plus besoin, moi, mon prix psychologique, c'est 1 balle. Donc toi, t'es prêt à vendre pour 1 balle? Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens, et en fait, plus t'augmentes dans les CSP, plus le prix psychologique est élevé. Donc en fait, par exemple, Give aujourd'hui, en audience, on est plus CSP+, que CSP-. Donc toute petite, on est 52% de CSP+. Tu vois. Donc grosso modo, soit on est le plan A, tu donnes, parce que tu veux te débarrasser, et en plus, tu es dans un usage qui est beaucoup plus en ta faveur, parce que c'est toi qui maîtrises la transaction, tu te mets pas à dispo d'un acheteur, c'est toi qui donnes, donc c'est la personne qui récupère, qui se met à dispo du donneur, ouais. Donc tu as une relation qui est complètement inversée, c'est un usage qui est complètement miroir, ou alors tu n'as pas vendu, et plan B, donne-le, quoi. Sois pas débile, le jette pas, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, donc Give, le concept c'est ça. Et alors comment ça se matérialise? Donc c'est une application iOS, Android, site web, voilà, on est un peu partout, qui te permet, donc c'est une application de petites annonces au final, qui te permet de donner localement. Donc il n'y a pas d'envoi. Donc tu prends, tu crées un compte, titre, photo, titre, description, état et tout, il y a quelques petits twists. Et puis quelqu'un localement va te contacter pour te dire je suis super intéressé, je peux venir le récupérer, tu cales un rendez-vous. Et voilà, et c'est fait. Moi, je vais te donner le use case de comment j'ai découvert Give. À l'époque où je te connaissais pas, je savais même pas du coup que Give était une boîte bordelaise. C'était le moment... tiens, c'est simple. C'est le moment où on doit débarrasser nos bureaux pour emménager à Villa Maria.
que Villa Maria est totalement meublé, etc. Donc, tous les meubles qu'on avait, alors les meubles qui coûtaient un peu cher, genre les bureaux, les chaises, là j'avais fait un truc, j'avais mis sur des groupes Facebook, tu sais à l'époque les groupes, tu sais genre French Startup Bordeaux, et trucs comme ça. Aujourd'hui, je mettrais sur le Poney Club, sur WhatsApp, mais à l'époque, je mets ça encore sur un groupe Facebook, donc ça me paraît être le Moyen-Âge, le truc. Alors que je parle, on est en 2021, tu vois. Ah oui, c'est pas si longtemps. Voire même, non, 2021, c'est ça. On est l'année d'après le Covid. Et après, il me reste plein de trucs, tu vois. Il me reste un vieux tapis, il me reste des lampes, il me reste quelques chaises, il me reste des trucs. Et franchement, j'ai la flemme. On est au 4e étage sans ascenseur, j'ai la flemme de ouf. Et là, il y a un de mes associés, qui est le plus jeune, qui avait 21 ans à l'époque, donc sur Kermesse, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, qui me dit, donne-les sur Give. Je fais... L'évidence, quoi. Plaît-il Et il me dit, vas-y, application Give, G-E-E-V, tu te mets dessus, tu prends en photo, tu mets où t'es, et tu vas voir, il y a des gens, ils vont venir, ils vont te débarrasser. Je fais, vas-y, génial, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça. C'est que je voulais pas non plus aussi mettre dans la rue, c'était pas que de la flemme, c'est que tout simplement, j'ai pas le droit. On était cours du Chapeau Rouge. Ouais. Que des restos et tout, j'allais pas descendre tout mon bazar en mode pirate, je me serais fait engueuler grave, quoi, tu vois. Donc je le fais, et en vrai je me rappelle, c'était impressionnant parce qu'il y a 3 personnes, mais dans les 10 minutes, qui me disent, moi je veux ça, et en plus ça me touche parce que c'est genre une personne où on sentait qu'elle était vraiment dans le besoin. Il y en a une, c'était une nana, petite étudiante franchement de 18 ans et demi, parce qu'on était au mois de juin, tu vois. Moi je prends un appartement là début juillet et tout, ça m'aiderait vachement et tout, tu vois, mais vraiment tu sais, des mots forts comme ça. Et je dis ok, let's go. Alors par contre, moi je viendrai demain de 8h à 9h, mais tout part à ce moment-là, et premier arrivé, premier servi. Et en effet, ils étaient tous là avec les bagnoles. En plus, cours du Chapeau Rouge, tu sais, c'est pas le truc où tu peux te garer en double file, tu vois, sur les terrasses de resto et tout. Donc en fait, vraiment, ils devaient passer, se mettre un peu à l'arrache, vraiment monter, prendre tout ce qu'ils pouvaient, foutre dans le coffre de la bagnole. Et j'ai débarrassé les bureaux comme ça en 2 minutes et demie. Et c'est comme ça que j'ai connu Give, quoi, tu vois. Tu vois, et en fait, alors je suis ravi que ça ait fonctionné. Et je suis ravi que ça fonctionne encore pour beaucoup. Mais c'est comme ça que tu crées la rétention. Ça a marché. En fait, tu vois, t'as compris l'utilité. Ouais. Et parce que t'as eu une bonne expérience en plus, humaine et tout machin, c'est bon. En fait, t'es marqué. C'est ça. Moi, j'étais marqué du coup en tant que donneur. Alors, j'avoue que je suis jamais revenu en mode taker, quoi, tu vois. Ouais. Mais je suppose que pareil, encore une fois, là, c'était 2 nanas et un mec. Je suppose que pareil, bonne expérience. Ils ont eu des trucs gratos. En vrai, la nana qui est arrivée en première. Et en fait, à un moment donné, elle s'est arrêtée parce qu'elle avait plus de place dans sa voiture. Mais je sais pas, en vrai, un truc, si elle avait été chez Kia, il y en avait au moins pour 100 balles, quoi, tu vois. Donc en vrai, c'est cool. T'as des gens qui économisent des milliers d'euros. Moi, ça m'aurait fait chier, tu vois. J'aurais pu me faire 100 balles, mais j'aurais dû aller faire le truc, aller sur le Bon Coin. J'aurais vendu la lampe à Michel, le tapis à Gilbert. Ça m'aurait gonflé, tu vois. Donc en vrai, autant donner à ce moment-là, parce que le temps que j'aurais passé, il valait plus cher que 100 balles, quoi, tu vois. Et t'aurais payé pour ça ou pas ? De quoi ? Te débarrasser ? Non, par contre, j'aurais pas payé pour me débarrasser. Ça, c'est le gros, tu vois. Tu vois, quoique, en vrai, c'est une bonne question. Non, mais je vois où tu veux m'amener, mais en vrai, vas-y, je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. Parce qu'à ce moment-là, j'ai le proprio qui me mettait un peu la pression, qui était un peu vénère, je me rappelle, parce que il fallait faire l'état des lieux, il y avait des nouveaux. On était un peu parti précipitamment. Il fallait débarrasser les lieux. Je pouvais pas mettre dans la rue. Donc en vrai, j'aurais pu payer 50 balles pour qu'on vienne tout me débarrasser, quoi. Parce que je suppose que ça existe en plus, ce genre de service. Ça existe et ça coûte pas 50 balles. Ça coûte plus cher ? Ça coûte extrêmement cher. Ouais. Quand tu vides t'as des boîtes pro qui font ça. Par exemple, je vais donner un exemple. On a fait une expérimentation à l'époque où PrestaShop nous avait contactés parce qu'ils vidaient leurs locaux. Ils passaient tout en coworking. Tu vois, donc c'était à Paris, à Saint-Lazare. Mais vraiment pile en face de la gare Saint-Lazare. Et quelqu'un en interne connaît, Give, vous faites pas du pro, voilà, on a 1000 mètres carrés de locaux à vider, etc. On se dit challenge accepted, tu vois. Bon, de toute façon, on dit oui, même si on sait pas comment on va faire. Hein. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc on tente le truc. En plus, ça faisait partie des modèles qu'on avait en tête, tu vois, de tester avec les pros de cette manière-là, sur les déménagements, etc. Et on boucle le truc. Je crois qu'on boucle l'orga en 2 semaines, vraiment un truc avec des créneaux où les gens peuvent venir, etc. Des assos aussi. Et on leur a vidé, je sais pas, 80% ou 90% du plateau en une journée, avec des gens qui sont venus ultra contents. Du très beau matos. Donc que des particuliers, du coup. Des particuliers et des assos. Ok. Aussi des assos. Pas beaucoup, mais il y avait quelques assos.
Et les gens étaient trop contents. En plus, on était. Mais ils voulaient pas vendre leur truc PrestaShop, ils s'en foutaient, quoi. Non, Ils ils s'en voulaient foutent. que ça vire, quoi. Et en plus, en fait, t'as pas un gros marché là-dessus. Ouais. La revente de mobilier, surtout sur des gros volumes comme ça, c'est Ouais. pas tant. Et je me souviens très bien que donc on leur a quand même facturé un petit truc de 3000 balles. Ils ont payé plus cher sur les 10% qui restaient que sur les 90% qu'on avait Ouais, donné ok. aux gens. Je crois que parce qu'ils avaient des bureaux immenses de, je sais pas, qui faisaient 12 mètres. Compliqué à récupérer. Je crois que la boîte qui est passée leur a pris 3-4 000 balles, un truc comme ça, juste pour ces trucs-là, tu vois. Ah, c'est ça. Bah, en fait c'est encore une fois, c'est comme quand tu changes ta machine à laver. Tu vois, en général, le mec qui vient te la livrer, il te reprend l'autre. Bah, en vrai, toi, tu te dis, putain, j'aurais pu la revendre, machin et tout. Mais en fait, des fois, tu te dis, vas-y, en vrai, le temps que ça m'aurait pris, les mecs qui vont venir vont peut-être m'arnaquer. Surtout, moi, en plus, moi, ce qui me saoulerait, c'est genre, imagine quand j'étais en appart, c'est que tu te dis, mais en plus, moi, le mec, s'il vient, je suis au 3e étage, j'ai pas envie de l'aider, quoi, tu vois. Alors que si tu lui donnes, bah là, par contre, tu dis, par contre, c'est gratuit, tu te démerdes, tu viens avec tes potes, quoi, tu vois. Alors que si tu lui vends, t'es un peu redevable, quoi, tu vois. Tu vois, c'est exactement la différence entre le vendeur, l'acheteur, et le donneur et l'adopteur. L'adopteur, il sera toujours content, Ouais. tu vois. Et c'est normal, il récupère un truc gratuit, et à lui, en fait, Vous l'appelez l'adopteur? ouais. C'est le petit reliquat d'adopter un objet de l'époque. Ouais. Et en fait, le donneur, de toute façon, ton don arrive avec des conditions. Ouais. Ok. Donc, je gagne pas d'argent. Par contre, j'ai mes conditions pour récupérer cet objet. Et je suis très très content de te le donner, mais voilà mes conditions. Donc, en termes de disponibilité, de transport, enfin voilà. C'est toi qui dis, voilà. Et étant donné que tu as plus de demandes que d'offres, pour les très beaux dons et pour la très grande majorité des dons, tu as plusieurs personnes qui te contactent. En fait, tu peux choisir. Tu vois, alors, tu peux choisir le plus rapide, tu peux choisir la personne qui t'a envoyé le message le plus sympa. Tout le monde a ses critères, tu vois. Nous, on n'a pas de critères, on ne donne pas de critères de sélection. Après, nous, on crée par contre l'environnement de confiance, c'est-à-dire que tous les gens ont des notes, tu vois, des avis, donc tu connais, on référence même sur les profils les gens qui posent des lapins. Donc comme ça, tu sais si la personne est fiable ou pas fiable, tu vois, si elle plante ou pas. Ils ont un petit emoji lapin. Je sais même plus, je me rappelle même plus de l'emoji, mais oui, il y a une mention. Il y a une mention de rendez-vous raté, quoi. Ouais, ok. Parce que, Attention. par exemple, quelqu'un te contacte pour je veux récupérer ta Pas machine. fiable. Elle vient pas. Quand tu annules la réservation, tu t'expliques pourquoi. La personne, pourquoi tu annules la réservation, et tu peux très bien dire, je me suis fait planter. Ok. Ok, ici. Si on reprend un petit peu la chronologie. Tu viens de boucler, du coup, la 2e levée de fonds. Deuxième levée de fonds. Là, c'est le moment où on se dit, bon, maintenant, de toute façon, plus il y a du fond derrière, plus du simple BA et tout. Va falloir trouver un vrai business model, quoi. Ouais, va falloir trouver un vrai business model. Donc on part sur un modèle, donc on est une app, consumer. On part sur un modèle freemium. Jusque-là, rien de... C'est ça que du coup, on s'était coupé pour expliquer aux gens c'était quoi Give. Exact. Voilà. Mais je pense que c'est bon. Je pense que maintenant, ils ont J'espère. compris. De toute façon, On a pour donné comprendre, des bons use cases. il faut surtout tester. Donc on part sur un modèle freemium. Moi je viens de la pub, donc brancher de la publicité c'est assez évident pour moi et voilà, j'ai les connaissances, j'ai le réseau, etc. Donc on part sur un modèle dans lequel on se dit on va avoir une version gratuite de l'appli et une version avec un abonnement. Donc brancher de la pub, ça n'a pas été très compliqué. On a mis du temps à faire des revenus significatifs quand même parce que voilà, il faut faire du volume. C'est un business C'est de quoi, volume. c'est au coup par 1000? C'est comment tu fais, hein? Oui, c'est ça, c'est au coût par 1000. C'est au coût par 1000. Aujourd'hui, c'est beaucoup de programmatique, donc c'est beaucoup de pubs automatisées. Tu vois, on a quelques campagnes en direct, c'est-à-dire des annonceurs, donc des marques qui nous contactent pour communiquer sur Give. C'est pas le gros du business. Aujourd'hui, on s'est pas mal désengagé quand même. C'est dessus. genre, c'est quoi? C'est du retargeting? C'est des trucs comme ça? C'est En fait, tu sais pas trop parce que, en fait, si tu veux, nous, donc aujourd'hui, on a une sous-régie. Donc on a une équipe professionnelle, tu vois, qui travaille pour nous. C'est Prisma. C'est un gros éditeur. Oui, ce que j'allais vous dire. Enfin, Voilà. ce que j'allais te dire, c'est vous sous-traitez la régie, Ouais, quoi. c'est Ouais. sous-traité sur tout le programmatique, c'est-à-dire sur toutes les campagnes automatisées. Donc eux, ils ont leur demande, leur canot de demande qui Toi, est tu branché mets à nous. dispo les displays. Exactement, on met à dispo le display, donc les bannières. Et après, nous, on impose juste des règles on veut pas vendre à moins de temps et on ne veut pas tel type d'annonceur. Tu vois. Ouais. Il y a évidemment des annonceurs sur un support comme le nôtre qu'on veut pas avoir, tu vois. Ouais. Pour en citer un qui m'énerve en ce moment, Temu. Des quoi? En plus, Temu. C'est quoi Temu? Temu, oh là, putain, Temu. Ah, c'est pas le truc de déco, là? Temu, c'est le nouveau Wish. Ah! En Oui, 6 c'est mois. de la petite déco pas chère, hein? Ah, ils font tout. Ah, mais tout le monde me parle de Temu en ce moment. Ouais, mais c'est. En fait, Ils font de la pub sur tout YouTube et tout, quoi. Ils patatent, c'est monstrueux. Je crois qu'ils sont rendus 5 ou 6e e-commerce en français en moins d'un an. Ouais, c'est ouf. Je crois qu'ils sont à peu près à 20 millions de visiteurs uniques par mois. Putain, lourd. Et c'est horrible. Faut que tu ailles voir les vidéos. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est de la conso dégueu. Ok, c'est des produits qui vont durer 1 heure. Ouais. Tu vois, c'est horrible. C'est un Et peu par le, contre, c'est tu un payes peu ça le jeu, 1 c'est un peu le euro, envoi shine compris. enfin, Chine. Ouais, le shine de l'objet. Ouais. Exactement. Exactement. Donc c'est très dégueu et ils sont ultra agressifs en acquisition.
Et en fait, ils arrivent à passer par la fenêtre. Tu les bloques quelque part parce qu'ils utilisent une autre URL, machin. Enfin voilà, ils repassent, ils arrivent. Voilà. Donc c'est très compliqué de les bloquer. Mais voilà, typiquement le genre d'annonceur, quel que soit le revenu, qu'on veut pas chez nous parce que c'est complètement contraire aux valeurs. Tu m'étonnes. Et voilà. Donc ça, on n'a pas. Et il y en a plein d'autres qu'on n'a pas d'ailleurs. Donc on sacrifie du revenu comme ça, mais on est à l'aise avec. Tu peux te regarder dans la glace, quoi. Même si tu restes un peu moins riche, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Il faut être cohérent. Ouais. Tu vois, faut rester cohérent. Et puis, la vérité, c'est que l'audience est ultra tendue là-dessus aussi. Tému, enfin, moi, je les vois pas parce que tu vois. Tu sais que moi, c'est ma fille de 8 ans qui m'en a parlé. C'est eux qui nous remontent. Hein. Tému. Ouais, elle a vu la pub sur YouTube Kids. Mais oui, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, publicité et un modèle d'abonnement. Donc, l'abonnement, pendant longtemps, on a, tu vois, donc on lance la première version fin 2018, début 2019. Je pense qu'on arrive vraiment à une version qui commence à être performante fin 2020, tu vois, on commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Parce que, en fait, un abonnement sur un modèle Classifieds, donc un modèle de petites annonces, ça n'existe pas. Tu vois. Mais nous, on ne peut pas utiliser les recettes utilisées par les applis et les sites Classifieds habituels, Vinted, Le Bon Coin, etc. Parce que, évidemment, il y a de la transac, on n'a pas de transac. Et eux monétisent le fait que tu vas maximiser tes chances de vendre en mettant en avant ton annonce, etc. etc. Mais nous, on a plus de demandes que d'offres. Donc, en fait, les mises en avant n'ont aucun sens. Oui. Du coup, déjà, déjà, on ne monétise pas les mêmes utilisateurs, on monétise les vendeurs, quoique Vinted maintenant l'acheteur, mais nous, on monétise les gens qui récupèrent, pas les gens qui donnent. Donner, c'est gratuit, évidemment. Oui. Sauf peut-être pour les pros. On verra ça après. On verra ça après. Et voilà. Et on a mis du temps à comprendre le contenu de l'abonnement parce que, voilà, des fois, entre ce que les utilisateurs te disent et ce que tu lances, tu te rends compte que ça ne matche pas toujours, tu vois. Faut toujours se méfier du déclaratif. Ouais. Par exemple, on avait une feature, on pensait qu'il allait cartonner, qui finalement s'avérait inutile. Enfin, pas inutile, mais pas du tout monétisable, c'était les alertes. On s'est dit, étant donné qu'il y a beaucoup de tension sur l'appli et que il y a une forte demande, on s'est dit, le fait d'être alerté en premier, ça a de la valeur, tu vois. Et les gens nous disent, bah oui, évidemment. Donc, on a intégré ça dans Labo. Énorme fail. Ah ouais, pareil, moi, instinctivement, je t'aurais dit que c'était un bon truc parce que, en fait, moi, limite, je peux avoir un petit côté rapace aussi, tu vois, qui aime bien les trucs gratos. J'adore ça, tu vois. Tout le monde aime les trucs gratos. Moi, j'adore le chocolat qui est donné avec le café, tu vois. Quand il n'y en a pas, je suis en colère, quoi, tu vois. J'adore les petites attentions, tu vois. Mais je me dis, en fait, si moi, demain, je vais sur Give, je me dis que les vrais givers, je suppose c'est comme ça que vous les appelez, qui sont vraiment à fond et tout, ils y vont tous les jours, quoi. Moi, j'aurais la flemme de venir tous les jours. Donc, je me dis, je serais capable de payer pour avoir une alerte en disant, bah, moi, je suis très enclin à récupérer, je sais pas, des vieux meubles ou récupérer des lampes parce que je suis fan de lampes ou récupérer des tapis parce que j'adore refaire des tapis, j'en sais rien. Mais au moins, voilà, de recevoir l'alerte pour l'avoir en premier et pour pouvoir être le premier à dire, je le prends, tu vois. Bah, au final, ce sur quoi on tombe, c'est pas loin de ça. C'est même un peu plus contraignant, on va dire. Parce qu'au final, en fait, dans l'appli, tu as aussi une mécanique, ça, j'en parle peut-être une seconde, mais tu as une mécanique de crédit. C'est-à-dire que tu peux pas accéder à tout n'importe comment. Ça aussi, ça faisait partie des gros soucis qu'on avait sur Facebook. C'était, en fait, il y a tellement de demandes que si tu laisses tout ouvert, en fait, tu vas avoir 1% de l'audience qui va récupérer 99% de... Ouais, ok, il y a des gens qui vont profiter, quoi. Ouais, voilà. Tu passes toute ta journée dessus, tu récupères tout, quoi. Tu récupères tout, et après, il y en a, ils pourront en faire un business, quoi. Exactement. Tu passes ta journée à récupérer les trucs et la nuit, tu les vends sur eBay, quoi. Énormément de frustration sur Facebook. Donc, on a dès le début créé une mécanique de crédit. Donc, pour contacter, il faut des crédits, donc c'est des bananes. Et pour récupérer des bananes, il faut donner. Donc, en fait, on te met dans une boucle vertueuse, tu vois. Et au bout de 48 heures... pour assurer aussi la liquidité, parce qu'on est quand même une boîte dont la mission est de booster le réemploi, tu vois. Au bout de 48 heures, il n'y a plus de bananes, il n'y a plus de crédit. Donc, les annonces qui restent, tu peux les contacter sans crédit, et là, il n'y a pas de sujet, il faut que ça parte, tu vois. Ah oui, ok. Mais ça veut dire qu'au début, tu ne peux pas accéder aux nouvelles, en fait. Aux nouvelles, Alors, ça, c'est sauf si tu payes l'abonnement. Aujourd'hui, c'est scindé en 3 morceaux. Donc, l'accès aux dons, il est... Donc, en fait, il y a une première phase. Donc, dès le début, il y a 2 inventaires. Il y a ce que nous, on considère comme les objets essentiels et non essentiels. Okay, donc, les non essentiels, c'est plutôt les objets de confort. Et en fait, ces objets, pour les abonnés, on a intégré ça il y a quelques années, en fait, tu as une longueur d'avance. C'est-à-dire que cet objet, il est bloqué pendant quelques heures et il n'est contactable que par les abonnés. Okay. Donc, tu vas sur une annonce, par exemple, je sais pas, un meuble. Par exemple, l'habillement, il n'y a pas d'exclus. La nourriture, il n'y a pas d'exclus. Mais le meuble, oui. Donc, le meuble, tu vas dessus, tu vas avoir un petit compteur. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, cette annonce est contactable avec les bananes et après sans bananes dans X heures. Okay. Par contre, si tu veux la contacter tout de suite, là, il faut être abonné. Okay. Tu vois. Donc en fait, on fait rentrer l'utilisateur dans une logique où en fait, on lui donne accès à un inventaire en priorité. Ouais, ce qui paraît assez logique. Parce que sur les 5 millions d'users, t'en as combien aujourd'hui qui ont compris l'abonnement ? À date, là, t'en as actifs 25 000.
Ah, c'est quand même pas mal, hein. 25 Je me 000. rends pas compte si c'est un bon score ou si c'est encore une. C'est, Bon, je suppose que vous c'est voulez 4%. forcément l'améliorer, mais. En fait, on reste dans les moyennes à peu près d'un modèle freemium. On peut toujours améliorer. Franchement, on peut toujours améliorer et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. En tout cas, ça génère un revenu significatif, pas assez pour être rentable, mais quand même significatif. Et puis voilà. Donc en fait, si tu veux, les deux key features de l'abonnement, c'est l'accès en priorité sur certains dons, donc c'est à peu près 30% de l'inventaire, et ça dépasse jamais 24 heures, et le volume. Donc en fait, si tu es non abonné, tu peux récupérer 5 objets par mois, maximum. Si tu es abonné, tu peux monter jusqu'à 30. Donc en fait, on te fait aussi rentrer dans une logique de rentabilité de ton abonnement. Tu vois, nous, on sait aujourd'hui qu'un abonné, par an, il récupère en moyenne 600 euros d'objets. L'abonnement annuel coûte 40 euros. Ouais, donc en fait, il a fait x4, quoi. Voilà. Et en fait, on donne cet indicateur aujourd'hui dans l'appli. C'est-à-dire que parce qu'on a des algos qui tournent, on a des bases de données, etc. En fait, chaque objet a un prix estimé en achat de seconde vie. Donc tu sais que l'objet que tu as sous le nez, si tu devais l'acheter, il coûterait tant. Okay. Donc ça te permet, ça permet d'expliquer le modèle et de vraiment rationaliser toute la mécanique il y a un abonnement, c'est de l'accès, mais à la fin de l'histoire, t'inquiète pas, tu vas y gagner, tu vois. Ouais, alors, je suppose en fait de toute façon quand t'as une aussi grosse communauté, les gens ils viennent tous les jours. Je suppose qu'en fait tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Toi, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand les gens ils écoutent Spotify. Bon, franchement, je sais pas comment ils font ceux qui écoutent Spotify avec la pub, tu vois. Alors, au bout d'un moment, tu l'as entendu une fois, deux fois, trois fois. Vas-y frérot, prends l'abonnement, ça coûte 7 balles, quoi. Tu vois. Ouais, parce que ça y est, t'as compris le système, tu comprends la valeur et tu te dis en fait je veux la meilleure expérience. Ouais, c'est ça. Et voilà. Si t'écoutes tous les jours, j'entends, parce que c'est vrai que ça peut être mal interprété ce que je dis, mais si t'écoutes tous les jours, bon, bah, ça veut dire que si tu peux te le permettre, paye-les, en fait, c'est 7 balles, quoi, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, nous, voilà, on explique aussi, tu vois, on fait beaucoup de pédagogie sur le modèle, parce que c'est une appli de don. En fait, on ne monétise pas l'objet, il n'y a pas de transaction. Ouais. On monétise, en fait, le financement de la plateforme, l'accès à un grand bassin d'objets, mais il n'y a pas de transaction. Et pareil, parmi les trucs qui ont l'air ultra évidents, on m'en parle tout le temps, mais pourquoi vous mettez pas du tip, tu vois, des tips sur Give? On l'a testé, ça marche pas du tout. Vous avez testé? On l'a testé. Alors peut-être qu'on va le retester, parce qu'à un bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, je te re-challenge. Mais... Bah, tu sais que ça, en fait, je pense que c'est une question d'usage, en fait. Tu vois, aujourd'hui, le tips, de culture aussi. Grâce à Uber Eats, Deliveroo, des trucs comme Monday, quand tu payes ta note dans certains restos et tout, la culture du tips commence à arriver en France et commence à devenir normal. Chez Deliveroo, je sais plus qui me l'a dit il y a pas longtemps, c'est très déceptif. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est pas dingue. Mais en fait, l'autre jour, j'ai eu le cas chez en France, on type pas beaucoup, tu vois. Bah, j'ai eu le cas, tu vois, genre chez mon coiffeur l'autre jour, elle me tend le truc et elle me dit tu vas voir sur la carte, ça va te demander si tu veux laisser un tips. Et en vrai, quand ça s'est bien passé, bah, je sais pas, t'es vachement tenté très facilement d'aller vers le 1 euro ou 2 euros plutôt que de mettre, tu vois, comme un gros fils d'up, 0 euros. Non, je m'en bats les reins, tu vois. Je mets 0, tu vois, quand t'as payé 35, bon, tu peux mettre 1 de plus. Mais enfin, tout ça pour dire que je trouve que la culture du tips commence peu à peu à rentrer. Après, c'est plus facile de pousser un tip, et en général, c'est comme ça que ça fonctionne, quand il est adossé, en fait, à un moment transactionnel, tu vois. Ouais. Par exemple, Hello Asso, qui est à Bordeaux, d'ailleurs, qui est une très belle boîte, qui est une plateforme pour les assos, etc. Léa, CEO, qu'on embrasse. Exactement, qui est adorable et qui est ultra brillante. Peut-être l'une des entrepreneurs les plus brillantes que je connais, ouais. Très forte. Et donc, la mécanique, c'est je mets à dispo une plateforme pour les assos. Quand les gens viennent faire un don à une asso, bah, je sais pas, tu donnes 100 euros, bah, à la fin, on te dit, bah, tu veux pas rajouter un petit peu d'argent. T'es déjà, en fait, en train de payer. T'as déjà sorti ta carte bleue. Donc, rajouter un petit peu, ça va. Nous, la mécanique, c'était pas ça, parce que nous, la mécanique, c'était je contacte le canapé, je récupère le canapé, et une fois qu'on sait que le canapé est chez toi, là, on vient te demander bah, t'es content, t'as quand même récupéré un canapé. Ça te dit pas de nous donner un petit peu de sous, tu vois. Je te jure que les perfs étaient ridicules. En fait, ça serait donner de l'argent à vous ou donner de l'argent à nous pour, entre guillemets, remercier la plateforme. Ah ouais, ok. Tu vois. Et ça n'a pas du tout marché. Déjà parce qu'il n'y a pas de transaction. À aucun moment, tu sors ta rapace aussi. Hein. C'est pas culturel. On n'est pas du tout, tu vois. En Amérique du Nord, voilà, au resto, 10, 20%. Enfin, ils ont une culture du type. Et puis en fait, en France, dès qu'on peut aussi pas payer, on paye pas. Ah, c'est ça. Tu vois, j'avais une discussion avec un pote entrepreneur justement hier. Et je lui disais, c'est quand même assez ouf. En France, on a quand même créé des champions du SaaS de la prospection. Lemlist, Wallaxy, La Grosse Machine, Phantom Buster, Captain Data, Full and Rich, Zelic. Bref,
on est hyper fort là-dessus. Et il me dit, mais en fait, tu sais que ça, en fait, ça s'explique par une seule des manières, parce que ça sert à quoi les outils de prospection? Ça sert en fait à gagner de l'argent facilement en faisant le moindre effort. Et ben ça marche très bien en France, moins que dans les autres pays, enfin plus que dans les autres pays, parce que en fait, le français, c'est un rapace. Il aime bien gagner le plus d'argent possible en faisant le moins possible. Et par contre, du coup, quand il s'agit de donner, c'est pas trop dans sa culture, ce qui est quand même assez bizarre dans un pays aussi imposé que le nôtre, tu vois. Mais en fait, c'est ça. On paye, mais on paye de manière différente. On paye de manière beaucoup plus collective, beaucoup moins individuelle. Mais parce que quand on y est contraint, en fait. C'est le système. Quel pays de merde. Non, on embrasse tous les Français, bien sûr. Et les Françaises, pardon, oui, j'oublie personne. Et j'allais faire une vanne là qui allait être pas sympa du tout. On coupera ça au montage. Non, tu l'as pas faite. Non, je l'ai pas faite. Du coup, je me suis perdu dans mes dires, mais oui. Donc, non, du coup, on était en train de refaire un peu la chronologie. Du coup, tu fais du coup cette deuxième levée de fonds où on est du coup là, on est en 2018. Voilà, Début 2018, on recrute la première équipe. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on était que deux. Vous commencez à monétiser. On commence à monétiser, abo, pub. Ça démarre tout doucement. Je me rappelle que du coup, je me rappelle un peu de l'histoire, c'est que là, c'est 2-3 années quand même qui sont compliquées niveau thune, quoi, niveau rentabilité. Zéro. Enfin, on est toujours pas rentable. Donc, niveau rentable, on est très très loin. On est plus très loin. Mais, et on pourrait l'être. Mais on est très très loin de la renta. Et surtout, les revenus qu'on avait estimés sont bien inférieurs à ce qu'on espérait, sont bien inférieurs à ce qu'on estimait, sur la pub notamment. Moi, je venais quand même de ce secteur-là, j'avais des CPM en tête, etc., et qu'on n'a jamais matché, tu vois. Mais le long du chemin, on se débrouille quand même pas trop mal. Au bout d'1 ou 2 ans, j'arrive à trouver un bon deal avec une régie. On a à peu près 500K de CA. Donc, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est loin de rentabiliser une équipe de 15 personnes, enfin d'équilibrer une boîte avec 15 personnes. Et par-dessus ça, du coup, en fait, si tu veux, ça c'est vraiment notre sujet fil rouge. Aujourd'hui, donc à l'époque, on a 80% de nos revenus qui viennent de la pub, allez, 10%, 10-20% de labo, tu vois. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, labo, au global, c'est 60% de nos revenus, on a 20% de pub et 20% de B2B. Okay. Parce qu'on a commencé à creuser le filon aussi du B2B 2020 à peu près. Ok, et donc là c'est quand même un peu difficile en termes de renta ou quoi. Et c'est ce qui a fait que vous avez dû relever là récemment, ou non, là c'était pour financer d'autres projets là? C'est pour financer le B2B. En fait, on démarre les tests en B2B c'est ça. Alors, on a testé beaucoup de choses en B2B. Que ce soit même on a eu plein d'idées. Moi, je suis le VRP de Give, le BizDev de Give depuis Day One, quoi. Et je suis allé vendre plein d'offres différentes, etc. Que ce soit l'offre pour les pros, tu vois, sur le déménagement, etc. Très compliqué. À l'époque, t'avais des applis comme, je sais pas si tu te rappelles, Never Eat Alone. Donc, comment créer du lien social en entreprise dans les grands groupes, etc. Moi, je suis arrivé avec, les gars, on va aussi lancer une version du don interne avant de le faire. Machin. Donc, qu'on a poké, qu'on a fait un peu de revenus là-dessus. Finalement, non. Donc voilà, tout ça pour nous amener en fait à une évidence. On a une appli de déconso et en fait, en remontant la chaîne de valeur, on s'est rendu compte que l'acte de déconso est très lié à l'acte de conso. Tu vois, tu te débarrasses d'un truc parce que souvent, tu achètes un truc. Tu achètes un truc où? Dans le retail, distribution, etc. Donc on s'est dit, si on veut créer de la valeur, à la fois d'impact, on a très peu parlé, mais on reste une boîte à impact. Et donc, Dieu vous bénisse pour ça. Merci, et Dieu bénisse tous les gens qui utilisent GIF, surtout parce que on est 18 à bosser, mais c'est surtout les millions de gens qui donnent. Donc, en fait, on doit, pour être pertinent, pour pas être le plan Z et tu vois, hasardeux, putain, j'ai un truc, comment je fais? Et là, t'as quelqu'un qui dit, donne sur Give. En fait, on s'est dit, on doit être très très proche de l'acte de conso. Et on s'est dit, il faut qu'on aille voir les retailers et qu'on trouve un point de valeur. Et le premier qu'on a trouvé, c'est la reprise. Grosso modo, c'est comment est-ce qu'on va aider le distributeur à se responsabiliser sur l'existant de son client quand il lui vend un nouveau produit. Donc grosso modo, toi t'achètes exactement ce qu'on fait aujourd'hui, t'achètes un canapé. Après il y a eu des lois par-dessus, donc en plus maintenant t'as un cadre juridique assez ferme. T'achètes un produit, logiquement le distributeur, la personne qui te le vend, ne peut pas ne pas s'intéresser à ce que t'as déjà chez toi. Elle doit t'aider à le gérer. Et il y a une loi qui a été mise en application qui s'appelle la loi AGEC. Par exemple, sur le meuble, on est obligé de te proposer de reprendre ton ancien meuble quand on t'en vend. Okay. Donc, ça, c'est très compliqué. T'as pas de marché comment dire, t'as pas de reconditionnement. T'as pas de marché du reconditionnement du meuble. C'est très compliqué. Parce que pourtant, maintenant, ils le font, genre chez Ikea, il y a de la seconde main, il y a tout ça. Que leur marque. Ah, que de leur marque, ok. Que leur marque. Ils vont pas te récupérer ton armoire normande ou ton meuble de confo, tu vois. Ouais, okay. Donc en fait, une enseigne de meubles, l'ancien meuble de son client, il y a une chance sur 10 que ça vienne de sa marque,
90% du temps, ça vient pas de chez lui, et en fait, il veut pas en entendre parler. Et du coup, il en fait quoi quand il le récupère? Bah alors, avant, c'était poubelle. Et encore majoritairement, c'est poubelle. Ah ouais. Ça va, la poubelle, c'est des chaud. millions de tonnes, hein, c'est gigantesque. Ouais, c'est très très chaud. Et pourtant, beaucoup de meubles en. Pourtant, c'est con, il pourrait presque utilisables. réfléchir le truc, en faire un business aussi, une ligne de revenus. Non, en fait, non. Le coût logistique, dans tous les cas, pourra jamais En fait, être. En fait, tu as une incertitude sur la supply qui est totale. Tu vois. Par exemple, l'électroménager, ça fait 40 ans que c'est la même taille, le même poids, la même forme. Bon, il y a un peu plus de techno, etc. Mais et t'as 4 produits. Frigo, machine à laver, lave-vaisselle, tu vois, lave-linge, sèche-linge. Donc, c'est très structuré. Et en fait, sur ce produit-là, tu as beaucoup de valeur. C'est cher, tu vois. Sur un meuble, tu ne sais absolument pas ce que le client a chez lui, ni la taille, ni la valeur, ni l'état. Donc, en fait, c'est vraiment l'univers des possibles, quoi. Tu peux très bien te retrouver avec une toute petite étagère Ikea ou un meuble, normalement de 400 kilos, quoi. Et par-dessus, et après, la revente de ces produits est très... comment dire, il y a très peu de valeur à aller chercher. La revente de meubles, c'est très compliqué. Donc tout par la poubelle. Donc nous, ce qu'on vend aujourd'hui aux distributeurs sur la reprise, et c'est ce qu'on a commencé, on a poké pendant 2 ans et maintenant on le vend depuis 2 ans, c'est en fait on branche Give en magasin, donc on forme les vendeurs, et en digital, donc dans les funnels d'achat, pour que le consommateur donne son ancien produit sur Give au moment où il en achète un nouveau. Donc ça permet aux distributeurs d'activer une filière de réemploi locale et de se déresponsabiliser sur la logistique inversée. Donc c'est une économie. De ouf, ouais. Dans certaines enseignes, c'est des millions. Tu vois. Donc ça, c'est le premier produit. Et le deuxième produit, on a commencé à se rendre compte aussi qu'il y avait un trou dans la raquette chez les distributeurs sur les stocks, les invendus, machin, etc. Et que tout ne partait pas aux assos et que c'était compliqué à gérer. Enfin voilà, il y avait beaucoup de problématiques autour de ça. Et on a créé dans l'application des comptes de magasins qui aujourd'hui donnent donc des produits. Donc tu as des magasins qui donnent, c'est trop cool. En fait, et tu crées du trafic. Et là-dessus, on commence à mesurer aussi le trafic généré, la noto, l'achat complémentaire. Parce que des fois, quand tu viens récupérer un truc, t'es content d'être dans le magasin. Donc tu veux aussi acheter un truc. Là, vous avez qui en client là-dessus? Là, on travaille. Alors, sur la reprise, on travaille avec Conforama. Et là, on est en cours de déploiement sur des nouvelles enseignes. Je sais pas quand ça sort. C'est pour ça que je sais pas si je peux le dire. Mais le même genre d'enseigne. De toute façon, il n'y en a pas 1 million. Donc, c'est des grosses enseignes de meubles. Ça sortira genre dans 1 mois et demi. Je le dis pas. Non, mais But, on vous embrasse. But, on vous embrasse. Exactement. Et après, sur la partie compte pro, donc là, on travaille avec Nose, Carrefour, Conforama aussi. On va sûrement commencer à bosser avec But, là, c'est en cours. Cash Converter. Voilà, on commence à... Tu vois, on a pas mal d'enseignes qui embarquent. Au début, sur 4-5 magasins. Et puis là, on essaye de les déployer. Et c'est pour cette raison qu'on a levé là en décembre dernier. C'est pour accélérer, c'est pour structurer cette BU B2B. Amener le site aussi à la renta, ce qui est très possible. Parce qu'on reste à ressources ISO. Et vraiment structurer toute une activité B2B et devenir un petit peu le too good to go du non-alimentaire. Tu vois. Et du coup, vous avez levé avec nos amis de Toodigo pour ça. Exactement. Et du coup, pourquoi ce choix? Alors, on avait déjà fait du crowd. Il y a très longtemps. On va peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est Toodigo. Alors Toodigo, c'est une plateforme de crowd equity. Donc en fait, c'est une plateforme qui permet de faire rentrer au capital des investisseurs non professionnels. Donc ça peut être des particuliers, voilà, sur des tickets d'investissement qui sont très variés. Ça commence, par exemple, nous, le minimum, c'est 500 €. Ouais, souvent c'est 1 000 €. Voilà. Et ça permet de soutenir des projets, d'investir dans des boîtes qu'on aime, de potentiellement d'avoir un retour sur investissement, même si évidemment l'investissement dans les startups est très risqué. Et du coup, nous on avait fait un crowdfunding. Donc crowdfunding, c'est juste du soutien, donc c'est du don. Comme par exemple là sur Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, etc. Et donc Toodigo, pour les gens qui écoutent ce podcast et qui me connaissent, qui me suivent, savent que du coup c'est une boîte bordelaise. Du coup, les 2 cofondateurs sont Alexandre et Stéphane, et c'est avec eux du coup qu'on a acheté la Rutiac, qui est du coup les nouveaux bureaux, et qui fait donc nos bureaux plus coworking, studio de podcast, 1000 m² en plein centre-ville à côté de Gambetta, piscine, jardin, jacuzzi. Il n'y a pas de jacuzzi encore, mais il y a des poules. On a 5 poules qui donnent des bons œufs tous les matins. C'est compris dans le package, je les ai. Ça, c'est vraiment pour nos coworkers préférés. Tu vois, avec nos poules qui s'appellent. On leur a même donné des noms. Alors attends, je vais essayer de me rappeler les noms. Il y a Liverpool, il y a Pool Party, il y a Pulitzer, il y a. Il n'y a pas Pool House. Il y a Pool House.
Et j'ai oublié le 5e. C'était une belle boîte, ça. Ouais. Petit clin d'œil. C'était une vraie boîte Pool House. Ouais, putain, c'est fou, hein, ça. Bon, on pourrait parler encore 1000 ans de ce truc-là qui avait été ouf. Mais bref, donc voilà, donc ceux qui d'ailleurs cherchent du coworking pour la rentrée ou même pour dès cet été, ils peuvent me contacter directement sur LinkedIn. Fin de la petite publicité, on revient à Petite Give. promo. T'as bien raison, il faut. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Je t'ai complètement coupé, on parlait du crowd avec Tudigo du coup. Tudigo, exact. Donc en fait, si tu veux, on démarre un roadshow l'année dernière avec assez classique. Hein, on se dit, on va faire du VC, du BA, enfin voilà. Et on a cette option, on se dit, bah ça y est, le marché. Parce qu'en fait, c'est assez récent, hein, le crowd equity, vraiment très grand public comme ça. Les gens sont plus au fait du fait qu'on peut investir dans des startups, les soutenir, et potentiellement avoir un retour sur invest. Notamment, on en parlait tout à l'heure grâce à des émissions comme Qui va être mon associé, etc. Donc le timing est bon. Les structures qui le font sont maintenant matures. Tu vois, il y a aussi ça, parce que c'est quand même pas. Faut quand même le faire avec des gens qui savent ce qu'ils font. Et nous, associer notre communauté tu vois, à la boîte, une évidence, quoi. Ouais. Donc en fait, on a fait un triple levé parce qu'en fait, on a eu le Tudigo qui a très bien marché. En 1 mois et demi, 2 mois, on a réuni presque 1500 actionnaires et on a levé 1,7 million avec eux. Et attends, je vais dire une énorme connerie peut-être. Non, vas-y. C'est pas dans le truc, un peu le deal là qu'ils ont fait également avec Jean-Pierre Nadir, où ils font une espèce de fonds commun avec Tudigo. Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Vous, toi, c'est vraiment juste avec c'est Tudigo. c'est que des particuliers. Et la très grande majorité de gens qui ont investi, c'est notre communauté. Ok. Et ils étaient très contents et on garde le lien et on fait des visios. Enfin voilà, c'est ultra cool. Donc un tiers de la levée c'était ça, un tiers c'était nos historiques. Donc notre fonds lead c'est Daphne qui a remis pour la 3e fois, on les en remercie. Et on fait Daphne, il n'y avait pas Simon Sini qui était dedans? Si, ouais. Il y a Simon Sini, Pierre-Yves Marchman et Pierre-Éric. Putain, je vais écorcher son nom, je préfère pas le dire. Ouais. C'est Lebovici. Bah, Pierre-Éric, on l'embrasse aussi. Exactement, des super gars, super fonds, franchement. Et Paul aussi, Bazin, qui est un top guy. Donc, Daphne et BNP, enfin voilà, nos VC historiques. Et on lève avec 2 nouveaux fonds et un gros BA. Donc, NACO, qui est un fonds régional. Team for the Planet, qui est un fonds très atypique, mais très chouette. Qui a mis de l'argent aussi chez eux. Ouais, qui a mis 500 000 euros. Punaise, 500 000. Ouais. C'est énorme. Ouais, mais ils mettent des boutiquiers. Hein. Ils ont levé, je crois qu'ils sont à 30 millions de levés à peu près là. Putain, c'est ouf. Ouais. Et on salue pareil toute la team dont Arthur, qui est un très beau porte-parole de la circularité, de l'impact, etc. Ouais. Arthur Aubeuf. Et on est super content parce que en plus ils ont une logique qui est très très. En fait, on est content maintenant de les avoir avec nous et au board parce qu'ils sont vraiment full impact. Tu vois, leur priorité c'est le retour sur l'investissement par l'économie carbone, pas le retour sur investissement financier. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les actionnaires de leur fonds n'attendent aucun retour financier. Ouais, c'est ça qui est bon. Ce qui est fou. Donc, NACO, Team for the Planet, et un BA qui s'appelle Sacha Poignonnec, qui est l'ancien CEO de Jumia, qui est toujours d'ailleurs, mais lui, il y travaille plus, il a quitté la boîte il y a 1 an à peu près, qui est on va dire le Amazon africain, très grosse boîte, un entrepreneur méconnu en France, mais un des rares qui allait coter une boîte à New York quand même. En 10 Pas ans, mal. en même pas 10 ans. Pas mal. Donc du coup, tu lèves cet argent-là. On lève cet C'est argent. pour lancer le B2B. Donc tu C'est pour accélérer le B2B, le structurer, tu vois, adresser ce marché-là qui est complexe parce que on reste sur du multilocal. Tu vois, donc, par exemple, quand on signe un OSE, là, pour l'instant, on a 5 magasins, on va peut-être déployer à 10, 15, 20. Et il y a 300 points de vente, tu vois. Des stockages. Ouais. J'ai fait des gros deals avec eux. Ouais. C'est, pareil, moi, tous mes invendus de textiles, ils me les reprenaient, mais j'ai fait des commandes à 6 chiffres avec eux, quoi. C'était un truc de ouf. Ils sont redoutables. C'est incroyable. Et ça n'est que du déstockage. Ouais, que du déstockage. Ouais, alors, ça vient de partout dans le monde, mais ça n'est que du déstockage. Ouais, et c'est minimum, je crois, moins 80%. Ouais. Donc, nous, maintenant, ils ont des comptes chez nous. Et ça marche très très bien. Ils nous utilisent même comme un outil de... Pareil, en fait, le sujet, si tu veux, c'est comment est-ce que je digitalise des inventaires qui sont pas digitalisés, parce que j'ai pas forcément de vitrine e-commerce et mes inventaires sont ultra éparses partout, dans tous mes points de vente, que ce soit des stocks que j'ai ou de l'inventaire que je fais rentrer. Parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu as aussi pas mal d'enseignes qui vont racheter des produits. Par exemple, Decat, alors on bosse pas encore avec Decat, on aimerait beaucoup. Maintenant, Decat rachète du matériel de sport. Ouais. Le problème, c'est que ce matériel, il n'existe que dans un point de vente, dans un état, tu vois, tu as un seul produit sur tout le réseau, quoi. Ouais. Donc, comment est-ce que je fais savoir à mes clients, à ma communauté locale,
que j'ai ce produit en magasin, que c'est de la seconde vie en plus, donc c'est ultra cool, et qu'il est à tel prix et qu'ils peuvent venir l'acheter. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'enseignes qui font ça. En fait, ils se retrouvent avec des petits... des problèmes de visibilité de ces inventaires-là, et du coup, tu as des clients qui viennent, genre, c'est véridique, hein, tous les jours, pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Ouais. Ce qui, en fait, en termes d'expérience client, est naze. Ouais, de ouf. Tous les jours, tu es obligé d'aller voir ce qu'il y a, etc., pour voir les bonnes affaires. Voilà, donc nous, on essaie de digitaliser aussi tous ces nouveaux inventaires qui arrivent par la clientèle, quoi. Ok. Et ça, le modèle, les deux, c'est de l'abonnement. Ouais. Et du coup, sur cette partie B2B, aujourd'hui, ça pèse combien dans ton chiffre ? Aujourd'hui, c'est 20% à peu près. Et le but, 25%. c'est quoi ? Le but, c'est que ça soit 80%, quoi. Oui, c'est ça. En fait, toi, ton instinct, c'est de dire que le B2B, c'est l'avenir de rentabilité financière de Give, en fait, aujourd'hui. Tu vois, la reprise, c'est très vertueux parce que ça injecte de la supply qui vient de nouveaux utilisateurs. Parce qu'en plus, on est payé pour devenir un canal de réemploi. Et en plus, on a une audience qui découvre l'appli, qui fait ses premiers dons, etc. Donc, c'est ultra vertueux. Et puis, sur la partie compte pro, on peut arriver sur un effet de réseau qui peut être assez puissant. Ouais. Ok. Et du coup, ça va être quoi, là, par exemple, là, le gros chantier, là, jusqu'à la fin de l'année, là, sur les 6 mois là, qui viennent? Là, c'est quoi, par exemple, toi, en tant que CEO de Give, c'est quoi comment t'occupes tes journées? Ça, j'ai bien ma petite idée. Mais c'est quoi qui t'occupe le plus l'esprit? Alors, si tu veux, moi, je travaille sur... je suis un peu l'explorateur aussi de la boîte. Ouais. Okay, donc, je travaille sur le B2B. Donc là, on commence à recruter. En fait, si tu veux, on doit aussi apprendre à être une boîte B2B. Qu'on n'est pas du tout. On n'est pas du tout équipé pour, on n'a pas du tout... Tu vois, moi, je découvre, alors je connaissais de loin, mais toute la logique de transfo, d'un lead, de la chasse d'un lead jusqu'à la transfo SDR, ouais. CSM, tout ça. Nous, on n'a pas. Aujourd'hui, on est une mini-équipe. Donc, on a un enjeu de structuration des outils, des process, voilà. Comment tu crées, au sein d'une boîte qui a une culture très C2C, une boîte B2B, quoi. Donc ça, c'est un gros sujet. Tu vois, aujourd'hui, on a entre 20 et 30 comptes live de magasins. Là, on s'est fixé un objectif de 200 à la fin de l'année. Là, je sais que les 200, ce serait tendu déjà. On n'est pas structuré pour, tu vois. Ouais. Et les 1000 qu'on aimerait adresser pour 2025, là, c'est mort. On n'est pas du tout... on n'est pas... Et c'est pas qu'une histoire de staffing. C'est une histoire on n'a pas encore les outils, etc. Le produit fonctionne très bien sur le terrain, sur 20, 30. Sur 200, c'est l'énorme challenge qu'on s'est fixé pour la fin de l'année. 200 points de vente. Et voilà, et il faut qu'on réussisse. Cette année, notre enjeu, c'est comment tu structures une boîte pour que 2025, on puisse faire 1000 comptes. Ok, donc hyper clair. Et donc, du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, toi, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es obligé de mettre beaucoup d'énergie. C'est quoi pour structurer, pour recruter, pour développer? C'est quoi, en fait, moi, alors, c'est ça, structurer, développer, comprendre aussi, parce que le produit, il est encore en construction, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment essayer de voir comment cette big picture, et je le fais pas tout seul, j'ai mon associé, j'ai Sacha qui l'a fait à très grande échelle. Voilà, je le fais pas tout seul dans mon coin avec un crayon. Tu vois, mais voilà, l'idée, c'est comment est-ce que t'as des sujets staffing, d'outils, de process, même de compréhension de l'offre, tu vois, de valorisation de ce qu'on fait. Ouais. Aujourd'hui, on est sur un modèle, on avait testé 2 modèles de commission qu'on a arrêté parce que ça marchait, c'était pas en notre faveur. On rentre aussi dans des logiques de valorisation de la visibilité, d'estimation de trafic, parce que quand tu as un compte pro, évidemment, ils mettent un inventaire en ligne qui va être réservé, acheté, mais en fait, ce compte, il est visible par des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui y vont pour juste parce qu'ils découvrent l'enseigne, mais qui n'achètent pas ce qu'ils ont mis en ligne. Comment tu valorises ça, tu vois? Donc là, on doit aussi craquer ce truc-là. Et à côté de ça, je suis encore Jean-Michel Exploration, parce que je travaille sur des sujets exploratoires et on a des beaux sujets qui arrivent là. Tu vois, on travaille sur les comptes assos, on a des expérimentations qui démarrent à Bordeaux. C'est la 3e brique qu'on veut adresser, les associations, pour vraiment structurer le marché du don. Et on a aussi un très beau projet, moi qui me surexcite, qui arrive en septembre, parce qu'on ouvre un magasin. Vous ouvrez votre propre magasin. Ouais. Donc, c'est-à-dire, comment ça va se passer? C'est les gens qui vont donner des choses, et quoi, c'est un magasin où tout sera gratuit? Presque. Vas-y, alors c'est quoi? Donc on ouvre t'as vu l'exclu que je t'ai réservé? Ah, de ouf. On ouvre un gift shop. Premier gift shop, pas à Bordeaux, à Toulouse. Ah putain. Ouais. Faudra aller à Toulouse. Merde alors, franchement. Ouais. Putain. J'espère qu'on pourra en ouvrir un bientôt à Bordeaux quand même. Alors vas-y, explique-moi le principe du gift shop. Alors, le principe du gift shop, c'est déjà le concept, c'est comment tu décorrèles l'acte de consommation et d'équipement de l'acte d'achat.
Tu vois. Comment tu dis, en fait, j'ai besoin de choses. Je vais dans un endroit où il y a plein de trucs, 2 secondes vie, évidemment. Quasiment, il y aura celui du 9, mais qui vient de déstockage, etc. Et au final, je ne paye pas ce que j'achète, je paye le fait d'accéder à cet inventaire. Tu vois. Donc en fait, on va transposer le modèle de l'appli en physique. Donc en fait, on va permettre aux gens, que des fois ça saoule d'ailleurs, et c'est une vérité, hein, notre but c'est aussi d'adresser les pains d'usage. Tu vois. Il y a des gens, GIF, ils trouvent ça très cool, mais au bout d'un moment, créer des annonces par centaines, ça les gonfle. Donc là, en fait, tu as un comptoir auquel tu peux te déposer. Les vêtements, la déco, voilà. Tu déposes, etc. Et on va travailler avec d'autres canaux de supply, pro aussi. Et de l'autre côté, en fait, même modèle que l'appli. Donc, tu as un magasin dans lequel tu as plein de trucs, des vêtements, voilà, plein d'objets, des articles de sport, etc. Je l'espère, gros volume, avec un gros roulement, une grosse liquidité. Et en fait, donc labo, en fait, on rajoute une brique à labo, c'est le même abo. Donc, si tu es abonné à l'appli, en fait, tu peux récupérer dans le magasin ce que tu veux. Pour l'instant, parce que c'est pas encore live, donc on va tester. Et pour l'instant, ce qu'on a imaginé, c'est 5 objets par semaine, toute l'année. Pas mal. J'avoue que ça, c'est un bon call to action pour prendre l'abonnement, quoi. Et ce qui est différent, parce qu'aujourd'hui, l'abonnement, en fait, si tu veux, on valorise la mise en relation. Là, maintenant, l'abonnement, on valorise l'équipement. C'est-à-dire que là, dans Give, nous, on a accès. En fait, on ne maîtrise aucune supply. Aucune supply nous appartient. Donc, ce qu'on te dit, c'est tu vas contacter en priorité, tu vois, où tu peux récupérer plus. Mais on ne peut pas vraiment te le garantir. Là, aujourd'hui, en physique, en fait, si, la supply nous appartient. Donc, on peut te dire, bah, tout ce que tu as vu là, bah oui, si tu veux, je sais pas. C'est juste que t'as pas peur, en fait, du coup, vous aurez pignon sur rue, ou ce sera plutôt en mode ZI, zone industrielle? C'est dans un gros centre commercial. Ok, donc ce sera dans un centre commercial. Oui, donc en fait, ce que vous espérez, pour vous, ça, c'est un outil d'acquisition utilisateur payant. Exactement. Parce que les gens vont vouloir rentrer, et là, on va dire, bah non, enfin, tu peux rien prendre si t'as pas téléchargé l'appli et pris l'abonnement. Exactement. Mais tu peux rentrer. Et tu peux toucher, et tu peux essayer. Et si rien te plaît, bah, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin ni de télécharger l'appli, ni de t'abonner, etc. Par contre, s'il y a des choses qui te plaisent, bah, tu payes ta cotise. Ouais, donc en fait, c'est ça. Là, tu te dis, putain, je peux repartir avec 5 objets et j'ai 10 balles à payer en fait en soi. Alors, c'est ça. L'abonnement mensuel, c'est 10 balles par mois. L'annuel, c'est 40 €. Ouais. Donc, c'est 40 €, ça reste très, très accessible. Sachant que toi, encore une fois, toute cette marchandise, on te l'aura donnée. Jamais vous allez acheter de la marchandise. Non. Ok. Mais du coup, t'as pas de paiement. T'as juste en fait le paiement du loyer et de l'ARH. T'as pas d'étiquette. T'as pas de price tag. T'as pas de SKU. Ouais, si, il y aura peut-être des SKU quand même pour faire. Vous faites comme une rentrée de stock, sortie de stock, non? Même pas, pas besoin. Non. On s'en fout. Ouais. Alright. Non. Et en final, c'est un truc, tu vois, moi qui ai vécu un petit peu en Amérique du Nord, c'est un truc qui, moi, m'a toujours étonné, qu'il n'y ait pas de. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, tu as une chaîne qui s'appelle Village des Valeurs. Value Village aux États-Unis et Village des Valeurs au Québec où j'étais. Et c'est des supermarchés, mais immenses. Hein. Tu as 2000, 3000 mètres carrés, que de seconde vie. Ok. Avec une supply qui ne vient que des dons. Alors, ils font beaucoup de partenariats avec des grosses assos, etc. Machin. Et c'est ultra bien fichu. C'est un carrefour de la seconde vie. Tu vois. Et c'est normal, tout le monde y va, etc. Alors là, c'est de l'achat, tu vois. Mais moi, ça m'étonne que, en tout cas. T'as ça un peu chez Emmaüs, là, du coup. Oui, mais c'est pas pareil, c'est une boutique solidaire. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Et je pense qu'on va aussi, encore une fois, dans l'idée, créer des synergies avec les assos de plein de manières différentes. Par exemple, là, les comptes assos, en fait, on fait une adaptation sur le projet qu'on teste, c'est en fait, on fait une adaptation du compte pro aux assos pour les aider justement à mettre en visibilité digitale ce qu'ils vendent, ce qui n'arrive jamais. De eux aussi se positionner sur des dons. Demain, dans Give, tu pourras peut-être être contacté par une asso qui te dira bah, ton canapé m'intéresse, parce qu'ils ont un gros sujet de qualité de supply. En fait, ils sont de plus en plus. Comment dire, tu vois, par exemple, j'étais chez Emmaüs il y a encore 2 semaines là, avec eux à discuter. Aujourd'hui, quand ils ont une machine à laver par semaine, ils sont contents, quoi. Ouais. Alors qu'à l'époque, ils en avaient entre 4 et 10. Parce pourquoi tu crois? Comment? Et pourquoi tu crois? Réparation, marché du D3E qui s'est développé, Murphy, enfin tu vois, tous ces acteurs-là qui, en fait, underdog. Et c'est très bien parce que c'est une autre filière, mais quand tu tires la corde d'un côté, ouais, du coup, les assos, ils se raccourcissent de l'autre. Ouais, okay. Donc les assos, voilà, elles ont autant de supply en volume, mais elles ont moins de qualité. Oula. Donc nous, on va leur permettre de se positionner sur des dons quali, leur permettre de vendre, aussi de mettre en visibilité ce qu'ils veulent vendre. Parce que Emmaüs, si tu vas pas, tu sais pas ce qu'ils ont. Tu vois, alors que des fois, il y a des trucs de dingue. Vraiment. Et aussi, on va leur permettre, ça aussi, ça fait partie des gros sujets. Et là, il y a tout un modèle, parce qu'on est accompagné par les éco-organismes, etc., pour le faire, sur ce test, de les aider à ne pas jeter. Parce que, en fait, ils ne peuvent pas tout vendre.
tu vois. Donc, et eux, ils n'ont pas de solution de troisième vie, si tu veux. Donc, dans l'idée, une sorte de truc un peu win-win, tu vois, il faudrait qu'ils donnent ce qu'ils ne vendent pas. Et ils seraient financés pour ça. Écoute, ouais, putain, ça fait quand même plein de projets. Ça peut faire la bonne transition avec la question que je voulais te poser ensuite, qui va être l'une des dernières. Toi, du coup, ça fait un petit moment là que tu es sur Give. T'as bientôt demi, t'as 40 piges. Ça fait 8 ans et demi. Tu te vois encore combien de temps faire ça? Jusqu'à ce que je sois utile. Comme les objets, tu vois. Ouais. Et après, il part où en seconde vie J'en ai le Hakim? Je sais pas. Écoute, franchement, je sais pas. Je pense qu'on a encore. Je pense qu'on n'a pas vraiment. On a vraiment pas transformé l'essai. Tu vois, la boîte est pas rentable. On a encore beaucoup à faire. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que presque la vraie vie là, de Give a commencé il y a 1 an ou 2 en fait. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on commence à passer dans un autre registre. Tu vois. Dans un vrai business, quoi. Ouais. En termes de. Je pense qu'on commence à comprendre. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a le marché commence à être mature sur ces sujets de circularité, enfin. Tu vois. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont dites que de choses qui sont faites. Bien sûr. Donc, le marché enfin commence à être mature. Et d'ailleurs, tu le vois dans les boîtes, tu commences à avoir ce qui n'existait pas encore il y a 1 an, tu vois. Tu as des responsables seconde vie. Ouais. Tu vois, ou tu as plein de boîtes qui n'avaient même pas de RSE. Donc, voilà, ça bouge. Donc, c'est cool. Donc, bon momentum pour nous. On arrive aussi à un niveau d'audience et de maturité, nous, en termes de boîte, qui nous permet d'être crédibles. Tu vois. Ça, c'est rigolo quand on. Maintenant, c'est très régulier. Dans nos prospects de B2B, souvent, il y a des utilisateurs ou des utilisatrices. Ok. Et ça, c'est royal. Si t'en as 5 millions, forcément, ça veut dire que t'as une personne sur 10 en France qui utilise, quoi, quasiment, quoi. Qui est inscrite. Qui est inscrite, ouais, on s'entend. Mais comme oui, quoi, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, la fois que je le refasse. Mais qui connaît. Mais c'est pas grave, en fait, si tu veux, non, on pousse pas à la surconso. Si tu l'utilises 1 fois par an parce que t'en as besoin, fine. Si tu y vas tous les jours, ok aussi, tu vois. Ouais, nice. Donc, voilà. Mais ça, comment dire, je pense que c'est les produits qui sont les plus à très forte valeur ajoutée, mais à temps long, tu vois. Ouais. Tu vois, Blablacar a mis presque 20 ans avant de rentrer dans les des Français. Le Bon Coin a mis du temps aussi, alors avec beaucoup plus de moyens évidemment, mais moi j'espère je pense qu'on a encore beaucoup à faire parce que justement on n'est pas encore un réflexe, tu vois. Et on commence à avoir des signaux assez cool sur le fait que les gens ont capté à quoi on servait. Et tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent je vais giver un truc. Ouais, mais c'est ça en fait, tu vois. Comme tout à l'heure, tu vois, j'ai utilisé le mot des givers ou quoi. J'ai un peu les mêmes débats avec mon pote Joe, qui est le CEO de Split, hein, Jonathan Lalinec. Où pareil, maintenant en fait, on dit vas-y, split-le. Ouais. Ou alors, moi, je suis splitter, tu vois. C'est-à-dire que quand tu commences à rentrer dans le langage commun, tu vois, l'exemple type, c'est Lydia. Et c'est pour ça que, bon, même si, tu vois, par exemple, là, je pense qu'ils n'ont pas été. C'est pas qu'ils n'ont pas été bons, c'est que je pense que les gens n'ont pas compris, là, tu sais, l'histoire du rebranding avec Semeria. Ouais. Et en fait, qui est presque pas un rebranding, c'est qu'en fait, Lydia demeure. C'est juste le produit Lydia compte ou banque, je sais pas comment ils appellent ça, qui devient Semeria. Semeria, c'est la banque. Mais si ton usage de Lydia, c'est pas la carte bancaire, le compte commun et tout, c'est juste, je te fais un remboursement, je te fais un Lydia. Lydia existe encore. Ouais. C'est juste que, en fait, il faut juste que tu le retélécharges. Mais c'est peut-être dangereux. Parce que l'appli de base, Lydia est devenue Semeria, tu vois. C'est peut-être dangereux. Enfin, ça n'est que mon point de vue, mais c'est peut-être dangereux parce que, tu vois, notre offre pro s'appelle Give Pro. Ouais. Donc, en fait, on garde, tout bêtement d'ailleurs, on garde à la fois notre identité, à la fois notre notoriété. Ouais. Parce que ça compte, tu vois. On a fait notre premier salon B2B il y a quelques mois, là, fin 2023. Et beaucoup de gens s'arrêtaient parce qu'ils reconnaissaient la marque, parce qu'ils étaient utilisateurs ou qu'ils en avaient entendu parler. C'est pour ça que là, si vous mettez dans les centres commerciaux, en fait, c'est le meilleur moyen, encore une fois, de faire arrêter les gens. Je pense que le petit logo Give va peut-être... Et du coup, tu vois, des gens qui sont qui ont peut-être téléchargé l'appli, qui ont été 1 fois ou 2, peut-être qui ont essayé, en fait, vont passer le pas et du coup, vont se dire, c'est ça que ça peut être pas mal, quoi. Si toutes les semaines, quand je vais faire mes courses chez Auchan, je peux avoir 5 trucs gratuits en payant 10 € par mois. Et déposer des trucs en allant faire tes courses. Et déposer des trucs, hein, parce que soyez pas des rapaces, s'il vous plaît. On a dit, c'est give, c'est pas take, ok? C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais bon, putain, ça peut être cool, imagine. Enfin, moi, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça peut-être la vision que t'as, en fait, c'est de dire que tu vas faire des nouveaux usages. Après, c'est un test. Hein, tu vois, on va peut-être le faire. Là, on est parti sur 1 an. Mais peut-être au bout de 3 mois, énorme fail, ou de 1 mois, et on arrête. Hein. Mais voilà, on est content de tester. Ça fait longtemps qu'on l'avait en tête. Et je pense que l'accueil local sera cool. Tu vois. T'as des petits sujets quand même d'opération. Tu vois.
Par exemple, on sera ouvert que 2 jours par semaine. Ça, c'est une décision statutaire. Ouais, que les gens ils viennent pas trop souvent aussi. Hein. Bah oui, mais en fait, et surtout les jours de fort trafic, tu vois. En fait, on n'a pas opéré un magasin 7 sur 7. Ce sera juste vendredi, samedi. Ce sera bien comme ça pour un test. Mais ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette de passer un peu en. Regarde, tu parlais de William. Pareil, quelqu'un que je connais depuis très longtemps et pareil, qui est très brillant. Le William, nombre de fois où il m'a dit. CEO d'Asphalt. Ouais, voilà, CEO d'Asphalt, qui est une très belle marque, qui m'a dit 1000 fois, mais jamais on passera en physique, etc. Et il vient d'ouvrir son magasin. Ouais. Il l'avait toujours un petit peu en tête. Il a goûté je voudrais un petit bouclard et tout. Il a goûté au pop-up, il a vu que ça marchait bien, il a capté. Non, tu l'as reçu ? Ouais, j'ai déjà reçu. Vas-y, tu pourras pas lui reposer la question. Non. Mais peut-être qu'il mettra un commentaire. Ouais. Mais non, mais voilà, et c'est créer cette expérience à la fois physique et digitale, c'est intéressant. Voilà, on y va de manière précautionneuse, on n'est pas all-in non plus. C'est un bon deal qu'on a aussi avec le bailleur, faut le dire. Très très bon deal même. Et voilà. Et puis c'est peut-être une nouvelle route. Non mais écoute, c'est des bêtes de projet tout ça. En tout cas moi, Hakim, je suis content qu'on ait enfin pu passer un peu plus d'1 heure pour enfin aller voir ce sujet de fond en large. Je sais pas si ça se dit de fond en large. En fait, t'as mélangé fond en comble. Attends, t'as fait un mix de fond en comble et de long en large. De long en large. Putain. C'est pas grave, ça passe. Et tu vois, quand on est fatigué, on dit un peu des conneries. Mais est-ce que les gens savent pas qu'on est fin de journée là on est fin de journée, on est jeudi. D'ailleurs, en plus, moi, dans 1 heure, je suis au Poney Club. Toi, tu peux pas venir ce soir, je crois. Non, je suis de garde d'enfants. Mais par contre, t'es là au prochain déjeuner. Yes. Donc, du coup, on se revoit dans une dizaine de jours, début juillet. Merci beaucoup Hakim en tout cas d'être venu dans le podcast. Merci à toi aussi d'être, même si on se voit pas souvent, d'être toujours de bons conseils, parce que tu fais partie de ces entrepreneurs et du coup, encore une fois, ton ADN d'entrepreneur est dans le nom de ta marque. C'est vrai que, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec Victor de celle-ci, il m'a dit exactement la même chose sur toi. Tu as une très bonne réputation à Bordeaux pour ça. C'est très sympa, quand j'ai voulu monter le Poney Club, j'ai dit qui je dois inviter. Ton nom revenait beaucoup, donc merci à toi pour tout ça. Je vais faire les petites mentions légales de fin de podcast. Vas-y. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, déjà merci. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Je pense que là, cet épisode, ce sera peut-être l'épisode 60 ou 65 ou un truc comme ça. Donc, allez écouter les autres si vous voulez en écouter d'autres. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire, ça prend 2 secondes. Ça m'aide énormément. Un petit pouce en l'air. Ouais, et un petit pouce en l'air. Hein, je pense que ça se dit un like, un pouce en l'air. Pouce bleu, on disait avant. Pouce bleu, ouais. Si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou autre, pareil, abonnez-vous. Surtout, mettez 5 étoiles. Je pense que quand vous écouterez ce podcast, j'aurai dépassé les 100 sur Apple Podcast et les 100 sur Spotify. Maintenant, road to 200, ça peut être pas mal. Je pense que c'est bon. Je vais encore également remercier les potos de l'agence Cosmos avec un K à Bordeaux qui nous accueille dans ce super setup. Ouais. Et c'est bien parce qu'on n'en a pas beaucoup à Bordeaux, heureusement qu'ils sont là pour... Avec un thé qui est très bon finalement. Très sympa. Ouais, il avait été très mal vendu de base, mais apparemment il était pas mal. Un thé bizarre, réglisse. Non, tout va bien, tu vois. Moi, tu me dis réglisse, direct c'est non. Non, franchement, écoute, c'était bien. Très très bon thé. Donc du coup, merci à tout le monde. Moi, je m'en vais de ce pas aller prendre l'apéro. Et moi, chercher mes gosses. Et ouais, qu'on embrasse aussi. Exactement. Merci à toi, merci à Cosmos, merci à vous tous qui écoutez, qui êtes de plus en plus nombreux à écouter La Chapelle Radio. Ça me donne beaucoup de force pour continuer à mettre toute cette énergie pour vous en sortir 2 par semaine et donc du coup faire ces fameux 104 épisodes par an. En tout cas, on y est, parce qu'on y arrivera. Bien, tu tiens le rythme, hein. Ouais, franchement, on tient la cadence. Et je vais m'arrêter là parce que cette fin est beaucoup trop longue. J'ai même plus de voix. Il faut vraiment que j'aille du coup me désaltérer. Merci à tous. À très bientôt dans La Chapelle Radio. Je vous embrasse.